Moi, je suis plus dans une démarche de mettre en avant ce qui se fait de mieux dans les cantines, communiquer sur ce qu'on fait. Monsieur, votre vidéo, elle a percé, ils disent ça les jeunes, elle a percé ta vidéo. Quelqu'un qui se sent pas bien à la cantine, qui mange tout seul. Ça peut être aussi un problème de harcèlement scolaire. Une bonne blanquette, ils vont l'adorer. Alors, elle est comment, ma blanquette? Elle est bonne, ma blanquette. Le bœuf bourguignon, ces plats vraiment traditionnels, la quiche lorraine. Oh, c'est le profiterole. Bienvenue dans la meilleure école du monde. Aujourd'hui, je reçois Guillaume le cantinier, le premier cuisinier de cantine scolaire à être devenu star sur les réseaux sociaux. Alors, on va parler de la cantine sous tous ses aspects. Est-ce qu'on mange mieux à la cantine aujourd'hui que nos parents hier ou nos grands-parents avant-hier? Est-ce qu'on mange des choses plus saines que par exemple les Américains ou les Japonais dans leur cantine? Et est-ce qu'il y a en France des cantines meilleures selon les régions? Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises cantines? Pour tous les curieux, Guillaume va nous révéler quel est le top 3 des plats préférés des élèves d'aujourd'hui. Et parce que quand l'appétit va, tout va, on va voir comment la cantine peut faire de l'école française la meilleure école du monde. Bienvenue Guillaume, je suis vraiment ravi de te rencontrer. Bah moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors moi c'est Guillaume Delceau, plus connu sous le nom de Guillaume le cantinier sur les réseaux sociaux, où je cumule un peu plus d'1,5 million d'abonnés. Je suis cantinier depuis 2014 et cuisinier depuis que je suis tout petit. Quasiment. Et j'habite dans les Deux-Sèvres, dans le 79 pour ceux qui connaissent. Tu vas nous expliquer ton métier, mais d'abord je voulais savoir pourquoi et comment tu t'es lancé sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une longue histoire, et vu qu'on a le temps, vu que ce podcast va durer à peu près 4-5 heures, Au moins. au moins, donc j'ai commencé les vidéos, la production de vidéos sur les réseaux sociaux en 2019. Alors, pas comme tout le monde pendant le Covid, enfin, pas comme tous les boomers avant le Covid, mais j'ai commencé juste un mois avant. J'étais tombé sur une émission, un talk show très connu, qui parlait de TikTok à l'époque. C'est quel talk show? Oui, c'était PMP. D'accord, donc Hanouna, Cyril Hanouna. Ok. Voilà, et ils ont fait un sujet sur TikTok. Ils ont dit que c'était plus que de la danse et de la synchro. Et je me suis dit que peut-être je pouvais faire marrer les potes avec des petites vidéos rigolotes. Donc j'ai repris des tendances, j'ai fait des caméras cachées, des one life. Rien à voir avec ton métier de cantinier? Rien à voir. J'étais bien cantinier depuis 5 ans. Ouais. Et moi je fais du théâtre. Depuis que je suis en restauration collective, je fais du théâtre. D'accord. Et du coup le théâtre m'a amené à faire ça aussi, parce que ça me plaît tout simplement de me mettre en scène, de faire rire, tout ça. Un goût pour la performance Ouais, c'est ça, ouais. artistique ou... Ouais, j'aime bien. Donc là, j'ai dû prendre en quelques mois quelques centaines de milliers d'abonnés D'accord. sur des vidéos assez potaches, assez légères, on va dire. Humoristique? Humoristiques, les gens ont besoin de rigoler de toute façon. Ouais. Et moi, j'avais besoin de faire rigoler les gens. Donc, et un jour, j'ai utilisé ce compte-là, 1 an après, à la cantine. Voilà, tout simplement. Ça a commencé comme ça. Et ça a été bien reçu, ça, de commencer à mettre du contenu de la cantine au milieu de tes contenus humoristiques? Alors, au départ, ça a fait un petit peu le buzz dans mon établissement scolaire où je travaille. Et à la suite de ça, j'ai ma proviseure qui me dit c'est super ce que vous faites sur la cantine. Bon, c'est super ce que vous faites aussi sur votre compte Guifou, mais c'est un peu en bas de la ceinture des fois. Est-ce que vous pourriez pas créer un compte juste pour la cantine? C'est sympa vos messages que vous faites passer. Vous dites ce qu'il y a, ce qu'on mange à la cantine, que ça peut être bien cuisiné. Je trouve ça super intéressant. C'est dommage. Donc je l'ai écouté. Puis en septembre 2021, donc j'ai créé Guillaume, le cantinier. Et donc, tu as séparé du coup contenu perso humoristique et contenu cantinier pleinement dédié à la cantine. Donc, pas de mélange des genres, quoi. Non, pas de mélange des genres. Et au bout de 6 mois, donc là, sur le démarrage de cette chaîne, j'ai reposté tous mes contenus de cantine que j'avais postés sur mon ancien compte. D'accord. Je faisais les deux à un moment donné, puis j'ai lâché Guifou du coup, parce que par manque de temps aussi. Mais c'était un bon conseil qu'elle t'a donné, cette proviseure. Elle était carrément, ouais. C'est rare, qu'elle t'ait encouragé. Et elle avait aucun intérêt à me conseiller comme ça, parce qu'elle était en remplacement. Ouais. Elle était là juste pour 1 an. Et franchement, elle est sympa. Et donc parlons de l'impact sur ton établissement, parce que ça leur fait quoi à tes élèves d'avoir littéralement une star des réseaux sociaux à la cantine? Au départ, ça fait parler, ils sont fiers, ils sont plutôt contents, il y a de l'interaction. Ah, monsieur, votre vidéo, elle a percé, ils disent ça les jeunes, elle a percé ta vidéo. Ah ouais, elle a percé, ouais.
Non, il y a une interaction qui se crée, il y a une espèce d'engouement. D'accord. Parce que tu Mais qui rentres- dure pas dans le temps, en fait, parce que, en fait, ça installe une espèce d'habitude, en fait, Mhm. au sein de la cantine. Mhm. Et puis, du coup, ouais, c'est cool, parce que je reste quand même, il y a quand même une distance entre les convives et les cantiniers, et les Oui. cantinières. Il y a le self, déjà. Mhm. On est des adultes, eux, ce sont des adolescents. Et du coup, là, on n'est pas tout le temps à parler de ça ou Interagir, ouais. à interagir sur ces contenus que je postais, quoi. Mais ça t'a rapproché quand même parce que moi, mes souvenirs de la cantine, Ouais. bien sûr qu'il y avait des adultes qui faisaient le service, qui faisaient la cuisine. J'en ai pas vraiment de souvenirs, en tout cas d'interaction autre Ouais. que merci, je veux ça plutôt que ça, etc. Là, tu es vachement identifié. Oui. Et ça, c'est une nouvelle dimension de ton métier. Tu échanges beaucoup plus avec les élèves. Est-ce que tu les connais? Tu connais des Alors, noms? je connais des. Il y a toujours des élèves, on va dire, VIP. Ouais. Même si on leur sert pas plus, ou si on leur sert. Non, il n'y a pas d'avantage à être un élève VIP. Hein. Ce Ouais. que j'entends dans élève VIP, c'est ah, Guillaume, ça va aujourd'hui moi, j'aimerais ça. Enfin, Celui qui est plus à l'aise avec les celui adultes. qui est plus à l'aise avec Ouais. les adultes, voilà. Et puis après, c'est vrai que moi, je l'ai toujours fait à la cantine. Mais demander, communiquer avec les élèves, est-ce que ça va aujourd'hui? Bonjour, au revoir. Enfin voilà, c'est des choses qui. Et du coup, c'est vrai que le fait d'être sur les réseaux sociaux, ils sont un petit peu plus à l'aise aussi avec ça. D'accord. Et ils postent des choses aussi de la cantine. Est-ce qu'ils interagissent avec toi sur les réseaux sociaux? En commentaire, ouais, en commentaire. Mais au départ, quand j'ai créé ce compte-là, j'ai eu beaucoup de messages. Mhm. Ils m'envoyaient leur plateau de cantine. Les élèves en France. De toute la France, du coup. De toute la France, ils m'envoyaient leur plateau de cantine. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, j'avais lancé un petit concept SOS plateau de cantine. D'accord. Pour appeler les gens aussi à prendre des photos et à envoyer ou... Non, eux, en fait, j'ai jamais fait d'appel, mais ça s'est fait naturellement. Ils m'envoyaient leur photo de plateau, ils me demandaient ce que j'en pensais. Ah. Donc je l'ai fait un petit peu, je l'ai fait pendant 3-4 mois. Après, le concept, faut le renouveler un petit peu, donc j'ai arrêté. Et puis, à la finale, c'est toujours les mêmes choses qu'ils m'envoyaient. Ouais. Et sur la fin, j'ai remarqué, c'est ce qui m'a fait aussi arrêter ce concept, c'est qu'ils allaient chercher des photos sur Google Ah, pour me l'envoyer à moi. C'était des faux les trucs. petits malins. Et souvent, on voit sur les réseaux sociaux, on voit ces rolls de photos de cantine. Ouais. Il y a parfois c'est fake parce que vous verrez que les plateaux ne se ressemblent pas. En général, dans une cantine, c'est toujours les mêmes plateaux. Bien sûr. Là, on voit des rolls de photos où c'est pas du tout les mêmes plateaux et ils sont en train de critiquer toutes les cantines. Donc là, c'est un jeu de critique. Ouais, voilà, c'était un jeu c'était devenu un jeu un peu de critique gratuite. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le tour, on passe à autre chose. Ouais, t'as raison. Je peux revenir sur ton parcours parce Ouais. que comment tu es devenu cuisinier et donc ensuite cantinier? Est-ce que c'était une vocation pour toi ou c'était une opportunité professionnelle? Alors, le fait de devenir cuisinier, moi, j'ai des grands-parents qui habitaient Calais, qu'on allait voir 1 ou 2 fois par an, Mhm. parce que on n'a jamais vécu là-bas. Et ils étaient en autogestion par rapport à leur potager. Et je me souviens que dans leur réserve, ils avaient des quantités de conserves et Mhm. des bocaux, avec des haricots, des légumes du jardin. Et à chaque fois qu'on allait manger chez eux, c'était des produits frais. Ah ouais. Qui venaient de leur jardin. Et on mangeait tellement bien chez ma grand-mère. Janine. Et ça doit venir de là. Et puis chez moi, c'est vrai qu'on faisait pas mal de gâteaux. Le gâteau yaourt, c'est ma Madeleine de Proust. D'accord. Donc, Un goût pour la arrivé cuisine. à l'âge de 15 ans, j'ai cherché un petit peu ma voie. Et je me suis rapidement dirigé vers des études d'hôtellerie-restauration. D'accord. Et donc là, tu as appris la cuisine de manière professionnelle dans tes Voilà, c'est études. ça, ouais. Et comment est arrivée la cantine scolaire comme La cantine destination? scolaire, elle est arrivée bien après. Donc, j'ai travaillé en restauration traditionnelle une bonne quinzaine d'années. Ah, quand même. Un petit peu en Angleterre, un petit peu à Strasbourg, sur Nantes, beaucoup. J'ai été chef dans la restauration traditionnelle, 7 ans. Et entre-temps, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et donc, en 2014, j'ai postulé pour être cuisinier dans un restaurant scolaire. Parce que quoi, plus stable, plus structuré? Plus stable, surtout au niveau des horaires. Oui. Mais ce que je voulais pas perdre, c'était la cuisine. Oui. Le fait de faire la cuisine. Et je voulais pas aller dans une cantine où on ouvre des boîtes, H24. Oui, on va en parler de ça, de la différence entre la cuisine un peu faite maison et industrielle. D'abord, j'aimerais savoir, le métier de cantinier, ça marche comment? C'est-à-dire, par exemple, comment marche une cantine scolaire? Par exemple, comment est-ce que tu décides ce que tu vas cuisiner? Déjà, on essaye au maximum de cuisiner en fonction de la saisonnalité.
Donc en ce moment, on est en janvier. Mhm. Vous verrez pas une tomate dans la cantine où je suis actuellement. D'accord. Et dans beaucoup de cantines, maintenant, c'est comme ça. On essaye de respecter ces saisonnalités-là. On est appuyé par le conseil de diététiciens et de diététiciennes Mhm. qui nous conseillent sur l'équilibre alimentaire, sur 3 ou 4 semaines. Qui fait quoi? Qui suggère des Qui plats, suggère, ou ouais, qui donne un voilà. cahier des charges? Ouais, c'est. On peut pas mettre des pâtes tous les jours, on peut pas mettre des légumes tous les jours, on peut pas mettre des crudités tous les jours, on peut pas mettre des flancs tous les jours. On essaye de jongler avec tout ça pour que l'élève, sur 4 semaines, il arrive à manger des choses différentes. Donc tu es sur un cycle de 4 semaines, tu prépares 4, 5 semaines, 3 semaines, ça dépend vraiment des établissements et des collectivités. Ouais. Mais donc tu prépares des recettes, et donc tu fais tes commandes d'ingrédients sur des cycles de 4-5 semaines? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On anticipe. On anticipe comme ça. Ouais. D'accord. Et donc c'est toi qui fais les commandes également des matières premières? Bah, comme dans une vraie cuisine, en fait. Hein. Pareil. Comme à la maison. Sauf que là, on démultiplie le chiffre par des dizaines et des centaines. D'accord, c'est ça. Et comment tu apprends à calculer les bonnes proportions? Il y a des indications par élève? Tu fais Oui, voilà, il y a des poids recommandés pour les élèves. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des pâtes. Mhm. Et souvent, là, j'ai fait une vidéo de pâtes il n'y a pas longtemps. Je dois cuire 15 kilos de pâtes, mais sur 3 tournées, donc ça fait 45 kilos. Et puis, j'ai un commentaire qui me dit, mais comment vous faites pour savoir les quantités? Parce que moi, à la maison, j'en ai toujours trop. Je cuis toujours trop de pâtes. Mais en fait, faut peser les pâtes. Tout simplement. À la maison, si vous voulez pas en avoir trop, il faut peser entre 80 et 100 grammes de pâtes par personne sèche. Et on fait exactement ça à la cantine pour tout ce qu'on cuisine. Même pour les ados, c'est pas un peu plus? Alors après, c'est par tranche d'âge. Pour un maternel, pour un primaire, pour un collégien, pour un lycéen, ça va être des grammages un petit peu différents. Mhm. Et dis-moi, c'est quoi les plats préférés des élèves? Les plats préférés des élèves, mais ça reste les frites, évidemment. Les pâtes, tout ce qui est féculent en fait. Mais alors, à certaines conditions. Il y a des élèves qui vont être dégoûtés des pâtes parce qu'il va y avoir trop d'eau, trop de gras, trop salé. Donc voilà, ça peut être un plat préféré, mais ça peut être aussi un plat détestable. Donc tout dépend de la manière. Mais Les frites, c'est toujours bon? Les frites, c'est toujours bon. Les frites, c'est toujours bon. T'es limité, tu peux pas en faire toutes les semaines. Non. Les frites, on s'est conseillé 1 à 2 fois par mois, maximum. Quand j'ai des retours d'expérience qui me disent, moi, je mange des frites tous les jeudis à la cantine. Ça existe, ça? Ah ouais, ça existe, ouais. Ouais. C'est pas interdit? Enfin, il n'y a pas des Alors, c'est pas interdit par la loi. Mais c'est pas recommandé. Mais c'est pas recommandé, ouais. Du coup, la personne qui fait ça le fait pour faire plaisir, j'imagine. Ou par Évidemment, simplicité. ça part d'une bonne intention. Parce que tu as envie de faire plaisir à tes élèves, Voilà. j'imagine, dans ton métier. Tout à fait, Tu ouais. viens du service, tu viens Ouais. d'une cuisine, d'un restaurant. Ouais. Tu es dans le métier de l'hospitalité, du service et du plaisir aussi. Oui, évidemment, ouais. forcément. Ouais. Mais tu dois respecter le cahier des charges. Les diététique. contraintes, voilà, la saisonnalité, tout ça, ouais. Dis-moi, ça coûte combien un repas à la cantine? Le repas à la cantine, ça coûte entre... Je vais donner une fourchette, selon les produits qu'on achète, les territoires, les budgets, c'est entre 10 et 15 euros par repas. Alors 10 quand et je 15 dis 15 euros, c'est tout compris. C'est all inclusive, comme avec l'électricité, les coûts matières, les coûts d'investissement matériel, Et le personnel? les gens qui travaillent dans les cantines, les achats de nourriture, tout ça. compris. Tout compris, voilà. Ah, c'est beaucoup. 10-15 euros, c'est plus que 10-15 euros, et en général, les parents payent entre 0 et 1 euro selon les collectivités. Il peut y avoir des subventions, des choses comme ça, selon le barème des impôts. Les déclarations de revenus de chacun. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ce sont les revenus de chacun. C'est ça. Ça peut aller jusqu'à 7 euros. Ouais. Et les gens trouvent toujours la cantine trop chère, mais sans savoir le coût réel, en fait. Je dois t'avouer que moi, je paye 7 euros pour mes enfants, Ouais. qui sont petits encore, donc qui mangent assez peu. Ouais. Et j'imagine qu'ils mangent pas forcément beaucoup à la cantine. Oui. Et c'est vrai que ma première réflexion, c'était waouh, c'est cher. Oui, Ça c'est par cher. le nombre d'enfants. Ouais. Et tu compares aussi avec ce qu'ils pourraient manger même au restaurant. Ouais. Tu te dis, en fait, un menu enfant, c'est quasiment le prix d'un menu enfant, quoi. Ouais, et puis même maintenant, quand on se fait à manger à la maison, c'est ça vrai que coûte, c'est cher aussi. ça coûte de plus en plus cher. Mais si le contrat, c'est que ça va être équilibré, Voilà, c'est varié, Oui. ça me va. Oui. Tu vois, y compris la dimension solidaire, qu'il y a des personnes qui payent 7, qu'il y a des personnes qui payent 0. C'est important que tout le monde mange. Oui. Donc ça me paraît bien, mais je n'avais pas idée que c'était 10 et 15 euros. Oui. Alors parlons aussi de tes combats, parce que tu as un engagement professionnel, mais aussi maintenant personnel via les réseaux sociaux. Le premier, alors moi je t'ai découvert sur les réseaux sociaux quand tu as répondu au défi, me semble-t-il, mais tu vas me raconter, de lancer ou de préparer pour tes élèves une raclette.
Alors, La raclette à l'école. Est-ce que c'est bien ça? C'était pas un défi du tout. Ah, C'est que on a eu l'idée de faire une raclette à la cantine, Ouais. mais sans appareil à raclette. Forcément, on peut pas brancher un appareil à raclette sur toutes les tables de la cantine. Ça me paraît Donc, tu fais complètement comment? utopique. Et en fait, on a trouvé une astuce, c'est qu'on cuit les pommes de terre, on les met dans des ramequins, on coupe du fromage, on met le fromage sur les pommes de terre, on met au four, avec un peu de charcuterie à côté, ou pas, de la salade verte, et voilà, raclette à la cantine. et ça a fait le buzz. Ouais, bah, je l'ai filmé, ça a duré 20 secondes. Donc j'ai fait des plans de coupe où on met toutes les patates, on coupe les grosses meules de raclette. Et oui, les gens étaient étonnés de voir de la raclette à la cantine. Et j'ai même un collège en Alsace qui a lancé une pétition pour avoir une raclette dans leur cantine. Suite à ta vidéo? Suite à la vidéo, ouais. T'as lancé une révolte nationale, on veut de la raclette. Ouais, c'est ça, ouais. C'est excellent. Et du coup, ça m'amène à un de tes combats qui est finalement le fait maison. Mm. Alors, on imagine qu'une cantine, on a souvent l'image d'une cantine qui doit faire d'une production industrielle parce qu'il y a énormément d'élèves, Oui. qui en effet va vider des boîtes de conserve ou qui va faire des choses simples. En vérité, toi, tu montres que le métier de cantinier, c'est vraiment un métier de cuisinier. Dans Oui. toutes les vidéos que tu fais, on est dans les coulisses de ta cuisine. Oui. Et du coup, entre une cuisine faite maison et une cuisine plus industrielle, c'est quoi la différence? Parce qu'il y a des gens cantiniers qui font des métiers finalement très différents. Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment du matériel qu'on a à disposition, des moyens qui sont mis en place par les collectivités, par les établissements, mais que ce soit dans le privé ou dans le public, on en revient toujours à ce sujet. Les gens qui travaillent, le matériel et le budget. Et en fonction de ça, on essaye de faire au mieux dans les cantines françaises. Et il y a encore beaucoup de cantines en France qui sont vraiment, j'allais dire, industrielles, où vraiment le cantinier ne fait que vider des boîtes et faire des produits. Alors, que vider des boîtes, non. Non, maintenant, non. Non, Il y a du travail. il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. Et même dans un établissement où on est axé vraiment sur le 100%, sur le fait maison, on peut pas l'être à 100%. Sûr. Par exemple, sur des pizzas, on va pas faire la sauce tomate. Les haricots verts, on va pas les équeuter à la cantine. Non, mais on va pas écosser les petits pois. Ouais, Ce genre de choses. Sur des tartelettes, au fromage, pour 1500, on va pas pouvoir faire 1500 tartelettes. Donc forcément, on va les acheter et on va cuisiner ce qu'il y a à l'intérieur et en faire quelque chose d'appétissant. Ouais, surtout que le fait maison, pris au mot au sens propre de fait à la maison, il n'est pas non plus en général 100% C'est fait ça. maison. Je fais pas ma propre sauce tomate, c'est clair. C'est ça, et c'est exactement pareil dans les restaurants. Hein. Et il y a tout un débat là-dessus sur le fait maison dans les restaurants. Ta tarte, elle est fait maison, mais attends, la pâte, tu l'as pas faite maison, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est fait maison? Voilà, en tout cas, on essaye de faire au mieux. Et toi, du coup, ta journée se décompose comment? Parce que pour le coup, si tu cuisines, il y a vraiment énormément de travail, de mise en place. Oui. Ça ressemble à quoi une journée de cantinier? Une journée de cantinier, quand vraiment il se passe quelque chose dans les cantines, on commence à 5h30, 6h du matin et on finit à 15h. Entre 6h et 8h, c'est le début de la mise en place, on fait les desserts, on épluche les légumes, on commence à cuire les plats chauds. En général, vers 8h, on fait une petite pause café. Et après, on finit la production en cuisine jusqu'à 11h, 11h15. Et à 11h30, le service commence. Après, on mange. Ça dépend des équipes, mais soit on mange avant, vers 11h, soit on mange après le service, vers 13h30, 14h. Et après, évidemment, on finit le nettoyage. D'accord. Et pendant que les enfants, quand les élèves arrivent, toi, tu es au service, du coup? Alors, ça dépend. C'est soit il y a des cuisiniers qui vont rester en production chaude, qui vont commencer à faire le nettoyage, d'autres qui vont réapprovisionner, il y a ceux qui vont servir, et on essaye d'établir un roulement comme ça pour que chaque cuisinier et cuisinière ne fasse pas la même chose toutes les semaines. Eh oui. Et il y a combien de personnes dans ton équipe? Alors, faut compter à peu près dans une équipe pour vraiment qu'il se passe quelque chose de bien dans la cuisine, il faut compter un cuisinier pour 150 à 200. Donc en fonction, là sur une production de 1000 repas, 7-8 cuisiniers, c'est bien. Ah, quand même, d'accord. Donc c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe, ouais. Okay. Ouais. Il y a un deuxième combat il y a un combat qui est très important pour toi, dont tu parles beaucoup sur les réseaux, c'est le gaspillage, la lutte contre le gaspillage. Donc comment tu fais pour éduquer tes élèves au gaspillage? Alors, c'est une partie, l'éducation alimentaire, mais c'est aussi l'éducation des élèves, mais c'est aussi l'éducation de ceux et de la formation de ceux qui travaillent dans les cantines. Parce qu'on montre ton staff, aussi, quoi.
Ouais, le staff, les gens qui bossent, qui produisent, on est dans une société de consommation où on a tendance toujours à surproduire. À l'image des pâtes qu'on fait chez soi, on en fait toujours trop. Et ben c'est exactement pareil dans les restaurants, dans les cantines, c'est partout pareil. Si on produit trop, forcément il va y avoir du gaspillage, même si on sensibilise les élèves. Donc au départ, il faut déjà faire à manger de façon bonne, évidemment, parce qu'on va pas jeter quelque chose qui est plutôt bon ou qu'on apprécie. Et on va éviter cette surproduction, justement. Et quand on évite cette surproduction, on peut s'attaquer et on peut sensibiliser les élèves aussi au gaspillage alimentaire. Et c'est pareil, on parlait de matériel tout à l'heure, mais une cantine qui est... dans laquelle il y a une cellule de refroidissement, je ne sais pas si ça te parle, mais si par exemple le lundi, le plat n'a pas été tout mangé, ou n'a pas été présenté aux convives, on a le droit de le refroidir en moins de 2 heures dans ces cellules de refroidissement et de le resservir le lendemain. Et ça permet du coup d'éviter aussi, et ça propose aussi un choix supplémentaire au jour d'après pour l'élève. Donc là, tu peux avoir une surproduction ou prendre de l'avance parfois. Voilà, c'est ça, ouais. Sans que ce soit gaspillé. Et on peut limiter la marge d'erreur comme ça. Et après, évidemment, il y a, au niveau des élèves, il y a la sensibilisation au gaspillage, ça commence par l'écoute et la communication. C'est voilà, est-ce que tu en veux moins? Est-ce que tu en prends plus? Si cette entrée est trop grosse, je sais pas, partage-la avec ton pote, par exemple. Voilà, c'est vraiment la communication, la base. Moi, j'ai un souvenir quand même, parfois tu te sers une grande assiette de quelque chose et tu t'aperçois une fois que tu es assis à la table que finalement tu n'aimes pas trop ça. Oui. Donc tu fais goûter parfois les élèves avant qu'ils fassent leur choix? Oui, ça arrive. Ça arrive sur des plats assez particuliers. J'ai l'exemple du foie de volaille qu'on a fait lundi. Alors évidemment, il y a 400 élèves, on va pas faire du foie de volaille pour 400 élèves. On en fait un petit peu. C'est-à-dire combien t'en fais pour 50 dans ce cas-là? Ouais, on en fait pour 50, voilà, c'est ça. Donc tu sais que ça va pas marcher en fait? Je sais que ça va pas marcher, mais on sait quand même qu'il y a des amateurs. Il y a quand même des élèves qui sont curieux, et nous, justement, c'est pour nous un moyen de faire découvrir des nouvelles choses à des gens qui mangent pas forcément du foie de volaille chez eux. Et j'ai un élève qui m'a dit, c'est quoi ça, monsieur? Je fais ça, c'est du foie de volaille flambé au cognac. Ouais, on l'a fait à la cantine ce matin. Il fait, je peux goûter? Donc, je lui en ai mis un petit peu dans une petite assiette. Il a goûté avec sa fourchette. Et puis il m'a dit, ça ressemble au boudin. Bon, j'aime pas trop ça, mais ça ressemble au boudin. Au moins, il a été curieux, quoi. Il a été curieux, et il y en a comme ça. Et si ce même jeune homme va regoûter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, peut-être au bout de la 5e fois, il va commencer à apprécier. Alors je dois dire que moi, le foie de volaille, je m'en souviens très bien à la cantine, parce que c'était le plat que je trouvais le plus appétissant. C'est magnifique en fait. Le plat, tu vois, c'est des morceaux parfaitement coupés, qui sont un peu lisses, qui sont beaux. Tu te dis, il y a que du muscle là-dedans. Ça va être trop bon. La sauce est bonne aussi. J'ai jamais réussi à aimer. Donc, mais je l'ai pris systématiquement, et à chaque fois, c'est le truc qui résistait. J'ai jamais fait alors même que le boudin, pour le coup, je préfère, quoi. C'est marrant parce que c'est le sujet de ma première vidéo. Ah oui? Oui, la première vidéo que j'ai postée sur les réseaux sociaux à la cantine, c'était du foie de veau. Tous les élèves me demandaient du foie de veau quand ils ont vu ça, donc on en a fait pareil pour une centaine. Tous les élèves m'ont demandé du steak ce jour-là, en voyant ça. Un peu comme toi. C'était appétissant, ils ont vu ça, ils ont fait, je veux un steak s'il vous plaît monsieur. Je fais non, c'est pas un steak, c'est un foie de veau, ça n'a pas le même goût. Et j'en ai fait déception. Oui, forcément, à chaque fois les élèves étaient déçus. Mais ça m'a fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait attention, si tu vois ça, c'est pas du foie de veau. Ah d'accord. Non, c'est pas du steak, c'est du foie de veau, ça n'a pas le même goût. Mais ils apprennent quelque chose quand même. Et du coup, ils apprennent quelque chose, ouais. Et du coup, le gaspillage, est-ce que tu regardes les plateaux qui repartent ensuite au nettoyage? Parce que c'est des plateaux, je crois, chez toi, comme des plateaux. Oui. Tu regardes ce qui reste dans les assiettes? Ouais, c'est ça, on check, on compte les plateaux vides, on pèse le gaspillage alimentaire lors de semaines de anti-gaspi. On fait un état des lieux qu'on communique après aux élèves. On met des gaspimètres de pain en place, des frigos de troc. D'accord. Et c'est quoi, combien de kilos de gaspillage en général, en moyenne? Ou c'est quoi un bon score ou un mauvais score? Alors, le score moyen en France, c'est maintenant, parce qu'il y a eu des actions, des campagnes de sensibilisation menées par le gouvernement, par les institutions. Et il y a notamment cette journée du gaspillage alimentaire qui se passe en septembre. Et notamment, ça a permis de baisser cette moyenne nationale. Donc maintenant, on est à peu près à 90 grammes par plateau. Quand on met en place vraiment tout un écosystème pour lutter contre le gaspillage alimentaire, on arrive à 20-30 grammes.
Ah, ça fait une énorme différence. Ah oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Ouais. Et l'élève dont tu vois qu'il gaspille, peut-être régulièrement, tu interviens et il lui arrive quoi? Heure de colle. Vraiment? Ah, j'aurais rêvé de faire ça. T'aimerais bien avoir cette autorité-là? Non, mais c'est vrai parce qu'on leur met des heures de colle, je sais pas pourquoi. Et pourquoi on. À partir du moment où il y a une action de sensibilisation, où il y a une écoute, où l'élève sait, où l'élève est au courant, ouais, pourquoi pas? Et pour l'instant, t'as quoi? En attendant d'avoir l'autorité pour l'heure de colle? Bah Tu non, vas non, loin? non. On va les voir et puis on leur dit, bah c'est dommage, tu vois, t'as peut-être pris un peu trop dans ton assiette. La prochaine fois, demande moins, prends moins. Et puis, bah évidemment, il y a de la tolérance. Il faut quand même tolérer parce que on va pas les montrer du doigt non plus. Bah, alors moi, j'en rigole sur les réseaux sociaux. Je fais bien, pas bien, un petit peu comme les inconnus. Mais ça, c'est ma manière de dire, bah faites attention, quoi. On va pas. Tu utilises l'humour, en fait. Ouais, c'est À ça, ce c'est stade. ça. Mais cela dit, j'ai une anecdote d'une chef de cantine dans un petit village dans les Deux-Sèvres qui souhaite rester anonyme. Je l'ai rencontrée lors d'une formation justement sur le gaspillage alimentaire, le développement durable, et elle a apporté son témoignage. Et dans sa petite cantine de 100 élèves, il y a 0 gramme de gaspillage alimentaire. Ça fait 12 ans, je crois, qu'elle est en poste. Et elle n'a jamais gaspillé chez elle. Et c'est dans sa culture. Et dès qu'un élève arrive dans sa cantine à la rentrée, donc elle explique comment ça se passe. Elle explique qu'il n'y a pas de gaspillage. Et elle a un slogan, 3 mots. Tu prends, non, tu touches, tu prends, tu manges. Et par exemple, sur les morceaux de pain, elle demande à l'élève s'il veut un morceau de pain. Et à la fin du repas, s'il y a un petit morceau de pain au milieu de la table, elle dit, bon ben voilà, vous êtes 5 au milieu de la table, partagez-vous ce bout de pain. Ah, c'est pas mal. Et ça marche. Et du coup, bah, les anciens, les plus vieux préviennent leurs petits frères qui vont arriver à l'école ou leurs petites sœurs. Et voilà, c'est un cheminement. Et du coup, elle pourrait passer avec ce slogan pour une tortionnaire de la restauration scolaire. Et en fait, non, c'est un génie, quoi. Oui, parce qu'elle en fait un truc éducatif. Elle en fait un truc éducatif et positif. Mais tu vois, c'est marrant parce que le rapport au gaspillage, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que tu as un peu t'as deux morales qui se font face ou deux éthiques qui se font face. C'est-à-dire que il y a la première, dans laquelle moi j'ai été élevé personnellement, et je suis sûr que toi aussi, notamment par mes grands-parents, c'est tu finis ton assiette. Voilà, c'est ça, ouais. La règle, c'est tu finis ton assiette. Oui. Et notamment toutes les générations d'après-guerre qui ont connu la pénurie. Bah, bien sûr. Et qui n'ont pas du tout connu l'abondance. La règle de base, c'était tu finis ton assiette. Tu commences, tu finis. Ou alors tu te sers pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y en a une autre plus contemporaine qui est, on fait attention à la diététique, à l'équilibre alimentaire. Tu ne vas pas te surnourrir, tu manges jusqu'à satiété, mais à la limite, surtout, tu vas pas plus loin. Ouais, voilà, c'est ça. Et ces deux injonctions contraires avec lesquelles on se bat, et je le vois même chez moi avec mes enfants, je suis plutôt sur la règle tu finis ton assiette, mais en même temps, je vais pas trop forcer. Bah non. Parce que, c'est ça. Tu vois, alors... Faut pas arriver dans cette démarche où on force les élèves, mais il faut arriver dans cette démarche où il faut leur apprendre l'autonomie par rapport à leur faim, tout simplement. Mais malheureusement, si on n'arrive pas à du zéro gaspillage à grande échelle, c'est qu'il y a encore une catégorie de personnes, et on est dans une société de surconsommation, et il y a encore cette pensée qui est trop dans notre société, c'est le je paye, je prends, si je mange pas, c'est pas grave. Ah, d'accord. Il y a encore J'ai acheté le droit de gaspiller. J'ai acheté le droit de gaspiller. Et malheureux, alors, ça va être très, comment on dit, mais en général, c'est plutôt des gens aisés qui auront cette pensée-là. D'accord, qui gaspillent plus que les autres. Qui gaspillent plus que les autres, ouais. Ah, t'as remarqué ça, toi? J'ai remarqué ça, ouais. C'est pas terrible. Non, mais du coup, là, c'est vrai qu'une intervention éducative est nécessaire. C'est pour ça que tu as envie de mettre une heure de colle. C'est ça. C'est la tête à claque qui croit qu'il a acheté le droit de gaspiller. Non, après l'heure de colle, c'est peut-être trop, mais voilà, un élève, on va lui dire, bah voilà, la prochaine fois, il va écouter en général. Ouais. Enfin, je veux dire, ils sont pas non irrespectueux. Ils sont pas irrespectueux. Après, il y en aura peut-être un petit pourcentage d'irrespectueux.
Mais bon, c'est le jeu aussi. Et du coup, le t-shirt, tu le mets, donc c'est le t-shirt Team Anti-Gaspi. Là, je le mets exclusivement que pour les podcasts avec Nicolas. C'est un honneur pour moi, c'est vraiment un honneur. Mais du coup, c'est un thème dont tu parles beaucoup. Je veux dire, tous les élèves savent. Ouais, voilà, que toi, tu es très attentif au gaspillage, c'est ça. avec tes équipes dans la production, mais aussi dans le comportement des élèves. Et il y a une bonne astuce pour lutter aussi contre le gaspillage alimentaire, c'est de proposer le buffet de légumes à disposition, le buffet d'entrée, tout ça. Ça permet justement aux élèves de gagner en autonomie. Et je le vois, j'ai fait les deux. J'ai fait le service légumes chaud, plat chaud avec viande directement et le service bar à légumes. Ouais. Et avec bar à légumes, on diminue le gaspillage alimentaire, mais... Parce que par défaut, sinon, tu leur servais trop de légumes? Bah oui, sur le fil, il y a des élèves, ils vont faire attention, d'autres moins. Donc, tandis que quand ils se servent eux-mêmes, ils font beaucoup plus attention. Parce que prendre le temps de juger aussi, il y a un truc quand tu es élève, et je le vois avec mes enfants qui m'en parlent tous les jours, c'est la queue. Oui. Ils font la queue longtemps. Ouais, donc si tu dois aider chaque gamin, lui demander t'en veux plus, t'en veux moins, etc. Il y a des astuces. Après, il faut mettre une petite assiette, une grosse assiette. Je le vois bien sur la viande. Quand on sert, par exemple, des chipolatas, on en sert une ou deux, quoi. Ouais. Et celui qui a vraiment faim, il revient te voir après? Bah, s'il a vraiment faim, il revient, il n'y a pas de problème. Parlons du coup de l'aspect diététique des choses, donc l'équilibre alimentaire qui passe vraiment beaucoup par la cantine, parce que c'est un savoir pratique. Comment ça marche une cantine du point de vue diététique? Donc on parlait du fait que tu as un cahier des charges que tu planifies sur 4 ou 5 semaines, mais concrètement, comment tu fais pour que chaque jour, il y a un équilibre dans l'assiette que tu donnes, mais aussi dans le comportement des élèves et dans ce qu'ils consomment? Tout simplement en mettant des choses différentes chaque jour. Mais par exemple, si on met une salade de riz, on va pas mettre des pâtes à la carbonara. Si on met des crudités, en ce moment, on est plus sur la salade de chou rouge aux pommes. On va pas mettre une choucroute. Voilà, on va essayer de faire des choses différentes. S'il y a un fruit en dessert, le mardi, on va pas remettre un fruit en dessert le mardi. Je me mélange dans les jours là. Non, mais tu comprends le principe. Bien sûr, quoi. tu alternes. Voilà, c'est ça. Et dans cet aspect aussi diététique, on pense de plus en plus aux quantités de sucre et de sel qu'on sert dans les assiettes. Par rapport à ton début de carrière, tu as vraiment réduit le sucre et le sel? Bien sûr. J'ai commencé en cantine en 2014. On sucrait le fromage blanc à 110 grammes peut-être. Et maintenant? Et maintenant, on est passé à 70. À 70 grammes au kilo, je précise. Okay. Non, parce que 70 grammes pour... Attends, mais moi j'ai un souvenir, quand j'étais élève, les yaourts qui étaient déjà sucrés, parce que toi tu fais des portions du coup. Alors oui, ça dépend, mais des fois on a encore les yaourts sucrés. Qu'est-ce qu'ils étaient bons? Mais qu'est-ce qu'ils étaient sucrés? Bah maintenant, même les yaourts sucrés, ils ont réduit, qui viennent des laiteries, ils sont beaucoup moins sucrés qu'avant. D'accord. Et le sel, c'est pareil. Le sel, on a une culture du sel en France, via la charcuterie, les charcutiers, les traiteurs, une charcuterie, c'est salé entre 15 et 20 grammes. Maintenant, à la cantine, et donc du coup, on avait l'habitude de saler beaucoup nos plats. Et maintenant, on est plus sur... quand je dis 15 grammes, c'est au kilo toujours. D'accord. Sur des plats maintenant classiques, on est plus entre 5 et 7 grammes. D'accord, donc la cantine progresse vraiment d'un point de vue diététique. Oui. Mais après, ça dépend. On ne peut pas contrôler chaque cantine. C'est en fonction des gens qui travaillent à la cantine. Et puis, on n'a pas tous le même ressenti sur le sel. J'ai une petite anecdote. J'ai suivi une formation. Dis donc, ça fait beaucoup d'anecdotes. Hein. C'est très bien. C'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Et moi, je veux aussi des histoires de terrain. Ouais, c'est ça. Parce que la théorie, c'est bien, mais en fait, les anecdotes disent beaucoup de choses. Donc, elles sont souvent très signifiantes. Donc, j'ai participé à un atelier sur les 5 sens, sur le goût, l'odorat, tout ça. Et elle nous a fait des dégustations à l'aveugle. Et on a dégusté, on était une bonne cinquantaine dans cette salle de classe. Et elle nous a fait goûter chacun un verre de liquide transparent. On ne savait pas ce que c'était à nous de deviner ce qu'il y avait dans ce liquide et de donner notre ressenti en force 0, de 0 à 10. Alors on a goûté, on a dit ça doit être du sel. Ou il y en a qui ont dit autre chose même. Et il y en a certains qui ont dit moi je ressens la force à 2. D'autres je ressens la force à 7. La même eau, exactement la même eau. Okay. Et en fait la même eau c'était juste de l'eau salée pour tout le monde.
Et on n'avait pas tous le même ressenti sur notre perception du sel en bouche. Donc la sensibilité au sel est très différente selon La les gens. sensibilité au sel est très très différente. C'est pour ça qu'il y a des gens qui salent énormément. Parce qu'ils Quelqu'un le sentent qui va, alors je grossis les choses, mais quelqu'un qui va manger beaucoup de charcuterie à l'adolescence ou étant jeune, il va avoir un besoin de sel plus important que quelqu'un qui mange peu de charcuterie. Alors je prends l'exemple de la charcuterie parce que c'est salé, mais ça peut être un parent qui va saler beaucoup ses plats. L'élève, il va trouver, j'ai salé, c'est assez fan, monsieur, ouais, j'ai salé, pourtant. Oui, d'accord. Ok. Donc c'est vrai, et c'est pareil pour la vue. La vue, c'est hyper important. La vue, elle nous a fait ce test des verres où on avait un liquide, un jus de fruits. Il était rouge. Donc tout le monde, il y a 70% des gens de l'Assemblée qui ont trouvé de la fraise. Ah oui, il y a de la fraise là-dedans. Mais non, il n'y avait pas de fraise, c'était juste du colorant, quoi. Il y avait de la mangue, il y avait autre chose, il y avait de l'ananas, mais il n'y avait pas de fraise, quoi. Donc c'est juste la perception de la couleur. La perception, convaincu les gens. Qui ont convaincu les gens qu'il y avait de la fraise dans ce jus de Et fruits. quand ils l'ont goûté, ils ont reconnu la fraise. Ils ont reconnu la fraise, ouais. C'est fou, hein. Ouais. Mais ça me fait penser... L'impact de la vue. Alors évidemment, si on présente une assiette qui est pas appétissante à la cantine, forcément, l'élève va pas avoir envie de goûter. Et puis quand il va goûter, il va faire ah ouais, c'est pas terrible. Il s'est déjà fait un jugement. Il va reconnaître le goût mauvais. Avec la vue, ouais. Tu sais, moi, j'ai été dans un restaurant à Paris, j'espère qu'il existe encore, qui s'appelait Dans le Noir, Ouais. et dans lequel on dîne totalement dans le noir. Donc on y va, on nous bande les yeux, on nous fait rentrer dans une pièce qu'on ne voit pas, on nous assoit à une table qu'on ne voit pas, on est face à son convive, Ouais. qui va avec ta femme, je sais pas. Ouais. Donc tu peux lui parler, mais du coup, tu entends aussi toutes les conversations autour, parce que tu es assis avec Oui. des inconnus qui, comme toi, sont des invités. Tout le personnel de salle, je crois, est malvoyant ou non-voyant. D'accord, donc il se dit. Fantastique. Oui, Pour eux, oui. c'est une opportunité et tout le Oui. monde est au même niveau. Ouais, Et ils font un super boulot, alors même que la salle est assez serrée, tu vois. ouais. Donc ils naviguent super bien entre les convives. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, et toutes les personnes autour de moi pareil, que quand on enlève la vue, c'est très difficile d'identifier ce qu'on mange. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai mangé une viande, je reconnaissais bien que c'était une viande, Ouais, oui. incapable de dire si c'était du poulet, si c'était du veau. Je me suis dit, c'est une viande un peu blanche, mais je suis pas sûr. Ouais. Et j'entendais les gens autour de moi qui pensaient complètement autre chose. Ah c'est du poisson. Tout le monde était complètement perdu. Ouais. Et quand tu enlèves la vue, la perception du goût est beaucoup plus difficile. Ah bah Et oui. du coup, tu es vraiment dans le goût, quoi. Ouais. Et entre le début et la fin du repas, tu as l'impression que ton sens du goût s'est un petit peu affiné, malgré Ouais. tout. On a fini par reconnaître le roquefort à la fin. J'en aurais pas mangé. T'aimes pas le roquefort? On en parlera après si tu veux. Ah d'accord, ok, c'est bien, d'accord, ok. Je crois que c'est un sujet que tu veux aborder, non? Ouais, bah, bien sûr, les fromages. Et est-ce qu'on apprend la diététique quand on est cantinier en France? Alors, non. Non. Non, clairement, pour travailler en restauration scolaire, faut avoir un diplôme faut avoir fait des études en cuisine, forcément. Mais dans ces études de cuisine, moi, personnellement, alors ça remonte maintenant, hein, c'était dans les années 95, 98, 1900. Oui, du siècle dernier. Merci pour le 1900. Et on n'avait pas, je me souviens pas qu'il y avait des études, on n'avait pas de cours de diététique. Mais après, il équilibre alimentaire, existe. quand même. Alors maintenant, quand on rentre, par contre, en restauration collective, il y a des formations qui sont proposées D'accord. sur l'équilibre alimentaire, sur le développement durable, sur les nouvelles méthodes de cuisson, sur tous ces sujets-là. Méthode de cuisson, parce que tu vois, moi, il y a un truc dont on parle beaucoup dans les cantines, c'est les pâtes. Oui, Les élèves adorent les pâtes, mais il y a ces fameuses pâtes qu'on peut cuire plusieurs fois. oui, Tu sais, où il y a une double cuisson, une triple cuisson, Oui, oui. pour pouvoir les réutiliser le Bien sûr. lendemain, etc. oui, oui. Mais ça existe, ça encore? C'est un Bien truc sûr, qui est- bien sûr. Alors là, c'est très très simple, et même chez vous, vous pouvez le faire en fait. Hein. C'est en gros, quand on a 100 kilos de pâtes à cuire, Mhm. on ne peut pas les cuire à midi. On n'a pas le choix, il faut qu'on les cuise le matin. L'astuce, en fait, c'est de les cuire déjà en 3-4 fois, mettre un gros volume d'eau pour, comme à la maison, en fait, c'est ça. On les cuit vraiment al dente, comme en Italie, Donc pas trop cuite, quoi. pas trop cuites. On les égoutte bien, on coupe la cuisson avec de l'eau froide, on les assaisonne avec un peu de beurre, un peu d'huile, un peu de sel, un peu de poivre. On les débarrasse dans des grands bacs gastronormes. On les couvre. Et après, pour les réchauffer,
faut les mettre à 70 degrés. Faut les Ça vraiment. les cuit pas vraiment, mais ça les réchauffe. En fait, 70 degrés, c'est une température de maintien de cuisson de pâte. Et à 70 degrés, la pâte arrête de cuire. D'accord, parce que le risque, c'est de surcuire. C'est de surcuire. Bah, en fait, une pâte qui est trop cuite, c'est pas bon. Diététiquement parlant, c'est Exactement. pas bon du tout. Hein. Parce que les sucres, glucides prennent le pas. Ça devient le sucre lent devient un sucre rapide. Et les gens, il y a des gens qui adorent les pâtes bien cuites. Je fais arrêtez. Vous aimez les pâtes bien cuites et les kilos en trop. Oui, non, les pâtes bien cuites, c'est beaucoup plus, plus mauvais que les pâtes al dente. Oui. Quoi. C'est pour Alors ça que pour avoir une méthode de réchauffe plus rapide, on les met à 100 degrés au four vapeur pendant 5 minutes et après, hop, on les stabilise à 70. D'accord, donc elles restent de bonne constitution. Quoi, voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Et tu penses qu'il devrait y avoir plus de formations au sujet de diététique ou finalement vous vous en sortez parce que vous Non, il y a des formations qui sont proposées et puis avec nos comptes de formation qu'on a tous, ouais. on est tous... enfin, si on a l'envie en tout cas de le faire, on peut le faire. Toi, tu t'es formé au fur et à mesure de ta carrière. Ouais. Chaque année, c'était au moins une formation par an. Donc c'est bien. Tu es content de la formation des évidemment, cantiniers en France. Ça apporte. Hein, quand on apprend à... Moi, le poisson, avant, je le cuisais vapeur à 100 degrés en 5 minutes. Et puis, c'était parti, quoi. Le poisson, cuisson basse température, c'est entre 65 et 70 degrés pendant 40 minutes au four vapeur. Le poisson reste moelleux, il perd pas de jus. Donc il est bien meilleur. Il est bien meilleur. Ah, donc tu as vu la différence, en fait, à améliorer ta pratique évidemment. Et même à la maison, si vous voulez cuire du poisson à la maison, dans une poêle, par exemple, vous mettez un petit peu d'eau, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une feuille de laurier, vous portez à ébullition, vous mettez le poisson, vous coupez la cuisson, un petit couvercle, 5 minutes, c'est cuit. Hein. Et ça, c'est bien meilleur. Et c'est moelleux. Hein. Ouais, d'accord. Pour parler diététique et l'équilibre alimentaire, j'imagine que tu identifies parfois des élèves qui n'ont vraiment pas les bons comportements ou qui peut-être sont en mauvaise santé. Oui. Est-ce que tu interviens? Est-ce que tu parles à ces élèves spécifiquement? Ou est-ce que c'est pas ton rôle? Alors, ça peut être notre rôle de détecter, la détection, parce qu'on voit tous les jours ce qui se passe. Et donc, on peut détecter et avertir. Pas forcément l'élève directement, en fonction de son attitude, en fonction de son ressenti. Ça peut être un souci chez eux, ça peut être un souci de santé, ça peut être tout ça. Donc, on va plutôt avertir la vie scolaire, l'infirmerie, qui, eux, après, vont voir avec l'élève, voir ce qui ne va pas. Il peut avoir une particularité alimentaire, une allergie qu'on n'est pas forcément au courant, ou des TCA, des troubles du comportement alimentaire qui ne sont pas forcément détectés. Ça, tu les vois, toi? C'est arrivé de les voir? Un élève qui arrive et qui prend rien, on va se dire quand même qu'il y a un souci. Ouais. Avant même que ce soit forcément très visible dans son corps. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ça peut être aussi un problème de harcèlement scolaire. Quelqu'un qui se sent pas bien à la cantine, qui mange tout seul. Un élève qui mange tout seul. Ça, t'es attentif à la salle, toi? À ce qui se passe dans la salle? Ouais. Là, j'ai le projet de faire une vidéo sur le sujet à la cantine. Une vidéo humoristique, évidemment, mais qui va traiter de ce sujet de l'isolement et du harcèlement scolaire à la cantine. Parce que moi, quand je vois un élève tout seul à la cantine, je vais pas aller le voir forcément, mais j'ai envie d'aller voir les élèves à côté et de leur dire c'est dommage, il est tout seul, est-ce que vous pouvez pas manger avec lui? Et en ce moment, il y a grâce au loup d'Intermarché, oui, dont on a beaucoup parlé. ils ont remis au goût du jour la chanson de Claude François. Et donc, j'ai envie de reprendre cette chanson et de faire juste une vidéo où on voit un élève tout seul. Moi, je passe, je le regarde avec tristesse, je vais voir la table d'à côté. On ne m'entendra pas, ce sera juste la musique. Et là, les élèves vont se lever et puis ils vont aller s'asseoir avec lui. Terminé. Ah, écoute, c'est une super idée, il me tarde de voir la vidéo parce que, oui, le repas, c'est un moment de sociabilité. C'est un moment de sociabilité et de voir des élèves tout seuls qui mangent à la cantine. Pour finir sur la diététique, tu vois, moi je me demande, je voulais savoir ce que tu en pensais, je me demande si on ne devrait pas mettre ensemble, je m'intéresse beaucoup au savoir nouveau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devrait rajouter, parfois aussi qu'est-ce qu'on devrait enlever dans le cursus, dans le curriculum d'un élève en France. Et je commence à penser quand même qu'il y a le savoir de la diététique devrait ou pourrait être intégré plus qu'il ne l'est à la SVT, sciences de la vie. Oui, bien sûr. Tu vois, parce que c'est le corps humain. Oui. Et moi, je me dis, mais est-ce qu'un élève du 21e siècle ne devrait pas beaucoup mieux savoir ce que c'est qu'un calorie, comprendre l'apport calorifique qui doit être le sien en fonction de ses activités, en fonction de la pyramide alimentaire, ces choses-là.
Et ces choses-là, on les apprend pas à l'école, si il me En semble pas. SVT, ouais, mais ça dure pas longtemps, je pense pas. Si le sujet est abordé, en tout cas, il n'est pas approfondi. Et on fait pas le lien entre la pyramide alimentaire, comme tu dis, et le corps humain, finalement. Non, Alors pas vraiment. il faudrait quand même comprendre, tu vois, les micros, les macros. Il y a tout un tas de choses qu'on apprend plus tard dans la vie, quand on commence à faire gaffe à sa santé, que tu te dis, mais pourquoi ne pas l'apprendre dès l'école? Ben oui, c'est dommage. Le rapport entre nutrition, même sport, Oui. et biologie humaine. Oui. Par contre, ce qui se passe, alors ça, c'est vrai que ça devrait être dans le programme de l'éducation nationale, je pense. Mais il y a quelque chose quand même qui est de plus en plus et dont on parle beaucoup plus à l'école maternelle, à l'école primaire. Dès les primaires, c'est tout ce qui est le sujet du développement durable, de l'impact qu'a l'homme sur la planète. Ces sujets-là, ils sont abordés maintenant. Et je trouve que c'est important parce que du coup, ça sensibilise les élèves dès le plus jeune âge. Et du coup, ils ont une sensibilité après quand ils arrivent au collège, au lycée, qui sont un peu plus fortes par rapport à ça. Et je vois sur le sujet du menu végétarien, il y a des élèves maintenant, ils ne vont pas manger de la viande tous les jours. Volontairement. Mais volontairement. Il y a des pâtes, il y a du riz, il y a des légumes à côté, ils vont manger les deux. Et ils ne vont pas forcément manger de la viande à chaque fois parce qu'ils savent l'impact que ça a sur la planète. Ouais, mais là, tu vois, je suis un peu partagé parce qu'il y a la sensibilité à la planète, mais il y a aussi un côté un peu anxiogène. Et en revanche, sacrifier les protéines, est-ce que c'est une bonne chose, tu vois? Alors, on ne parle pas de sacrifier les protéines, mais d'apporter une alternative une fois par semaine. C'est ce qu'il fait. Une fois par semaine. Une fois par semaine, on apporte l'alternative avec de la protéine végétale. D'accord. Et on a une culture énorme en France de légumineuses et on n'en mange pas. Et ça fait travailler aussi les agriculteurs. Ouais, par exemple, un aliment que toi t'aimes faire, que tu estimes qu'il n'est pas assez considéré par les élèves ou par notre gastronomie, mais qui serait utile de manger plus? Les lentilles. Les lentilles. Les lentilles, c'est vrai que c'est magique comme aliment. C'est incroyable, les lentilles. Les lentilles, maintenant, quand il y a les lentilles à la cantine, ça fonctionne. Ça fonctionne. Beaucoup plus qu'avant? Beaucoup plus qu'avant. On sort des lentilles, c'est plus des lentilles en boîte. On achète les lentilles sèches, on les met à tremper, on les cuisine avec des carottes, avec des oignons, avec de l'ail. Tu mets pas un peu de viande, tu mets pas un peu de lard ou de trucs comme ça? Tu fais pas un salé aux lentilles? Même juste les lentilles, ça marche super bien. Juste les lentilles, ça marche. Non, mais la nourriture, c'est important pour les enfants. Tu vois, j'ai interviewé ici une prof formidable que je salue, qui est prof en CM2, Céline Allaire, qui a découvert, elle enseigne dans la banlieue de Strasbourg, dans une zone ZEP assez populaire. Et elle s'est rendue compte un jour qu'une grande partie de ses élèves arrivaient à l'école le ventre vide. T'imagines comment commencer la journée le ventre vide? C'est quand même mal parti pour apprendre, vu l'énergie que ça demande. Et donc, elle a inventé le concept du petit déjeuner à l'école. C'est-à-dire qu'elle a commencé avec ses élèves, pas seulement à les nourrir, mais à organiser avec eux du jour au lendemain ou de la semaine à la semaine, le petit déjeuner à l'école, le mardi et le jeudi, où elle responsabilisait les élèves à faire la commande avec elle. Donc, il y en a qui font les courses, à réceptionner le stock, à ranger, à mettre la table, à débarrasser la table. C'est pas elle qui fait tout, c'est sa classe qui le fait. Et grâce à ça, elle a appris à des élèves à se nourrir le matin, donc à avoir l'énergie qu'il faut. Et surtout, elle a créé ce moment de convivialité, de sociabilité, qui lui permet aussi de commencer sa journée en faisant court à travers le moment du petit déjeuner. Tu vois. Et à travers les exemples des aliments, elle va prendre par exemple le kiwi, elle va leur servir des kiwis parce qu'elle change le petit déjeuner tout le temps, donc elle cherche toujours de nouvelles idées. C'est bien. Et quand elle leur parle du kiwi, elle va leur faire un cours de géographie sur le kiwi vient de Nouvelle-Zélande, donc elle va leur faire tout l'itinéraire pour qu'ils fassent un peu de géographie, tu vois, l'océan Indien, l'Afrique, etc. Ça fait des croisements dans l'éducation. Et je trouve ça super pour nourrir les élèves, mais aussi c'est tellement un truc français de découvrir à travers la gastronomie, à travers la nature, à travers la beauté de ce qu'on sait produire en France, que de développer une culture comme ça du monde à travers la nourriture. Donc c'est génial, il faudrait que je te la présente, vous avez des trucs à vous dire. Et elle est aussi passionnée et enthousiaste que toi. Génial. Mais la pyramide alimentaire, c'est un vrai sujet parce que je ne sais pas si tu as vu aux États-Unis. Ils l'ont inversé. Ils l'ont inversé. Incroyable, bravo. Non, mais sauf que ils ont raison ou pas d'avoir. En gros, le contexte, c'est que donc le ministre de la Santé américain. J'ai pas tous les tenants et les aboutissements de ce changement, mais a priori, c'est un petit peu mieux qu'avant quand même. Oui. Ou c'est moins. En tout cas, c'est moins pire. Oui, parce que l'idée, c'est de valoriser plus les protéines. De pas trop survaloriser la place des lipides. Et surtout de faire une chasse que fait RFK, donc Robert Kennedy, qui est le ministre de la Santé de Donald Trump, de la famille des Kennedy,
c'est surtout de renverser l'industrie agroalimentaire qui surtransforme l'alimentation aux États-Unis, D'accord. qui fait même beaucoup de produits industriels qui sont interdits chez nous. Parce qu'il y a des colorants, des matières et des trucs qu'on ne veut pas chez nous. Et ça ne peut être que mieux aux États-Unis. Nous, là-dessus, on est quand même bien plus avancé. Mais je trouvais ça intéressant. Et donc, on a parlé de gaspillage, on a parlé de diététique. Je voulais te parler plus généralement, à travers la cuisine française, de la culture. Oui. Parce que le moment du repas, c'est un moment de culture. C'est un moment de culture et d'ouverture. Tout à fait. Ouais, c'est le premier endroit pour un élève, en dehors de son chez-soi, où il découvre aussi des nouvelles choses. Une gastronomie qu'il ne mange peut-être pas chez lui. C'est ça. La gastronomie française, les élèves d'aujourd'hui, ils l'aiment encore ? Ah oui. Oui, ils l'aiment. Et forcément, il y a une ouverture au monde aussi, à la gastronomie mondiale. À cause ou grâce des réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais ils sont encore... voilà, une bonne blanquette. Ils vont l'adorer. Oui, il n'y a pas longtemps, on en a fait une. J'ai fait, alors, elle est comment, ma blanquette ? Elle est bonne, ma blanquette. C'était Jean Dujardin dans OSS 117. Ils connaissaient la ref ou pas ? Tu leur as demandé ? Ouais, j'ai posté la vidéo, il y en a, ils ont la ref. Souvent, les refs, ça fonctionne, ça. Mais ouais, la blanquette, le bœuf bourguignon, ces plats vraiment traditionnels, quand on parle de la tartiflette, la flamencuche, la quiche lorraine, tout. Je pense que, à part tout ce qui est abats, où vraiment là-bas, ça fait aussi partie de la culture française et de la culture gastronomique française. Les abats, ils ont quand même un peu de mal. Mais essayé ? Au-delà de ça, foie de volaille, foie de veau, il y a des amateurs. Oui, tout à fait, ouais. C'est quoi le top 3 des plats traditionnels préférés des élèves français ? Alors, en top 1, je dirais la tartiflette, évidemment. La tartiflette indétrônable. En 2, le bœuf bourguignon. Alors par contre, le bœuf bourguignon, faut qu'il soit cuit correctement. Si on donne un bœuf bourguignon à un élève qui est caoutchouteux ou plein de gélatine, il va pas apprécier. Mais un bœuf bourguignon en numéro 2. Et en numéro 3, franchement, un bon potage de légumes, un potage de potiron en plein hiver, ils adorent ça. Ah ouais ? Ouais. Ça, c'est étonnant. J'aurais pas pensé aux 3. Et le top 3 des desserts que les élèves préfèrent ? Top 3 des desserts, je dirais le moelleux au chocolat. Oh, tu fais ça. C'est sympa, ça. D'accord. Crème anglaise, glace vanille, non ? Non, pas comme au restaurant quand même. On a un budget limité. Hein. Après, en numéro 2, c'est vrai qu'ils adorent la glace l'été. Alors, on sort du produit fait maison, mais la glace, ils adorent ça. En numéro 3... franchement, une salade de fruits, une bonne salade de fruits, ils vont adorer. Des trucs, finalement, c'est bien, c'est équilibré. Oui. De fruits. Oui. Et comment tu fais, toi, pour les ouvrir à la gastronomie française ? C'est-à-dire que est-ce que tu, volontairement, tu leur fais découvrir des plats de notre gastronomie ? Tu en mets souvent ? Oui, on en met régulièrement, forcément. On met en avant. Et je pense que c'est important, du coup, pour la gastronomie française, c'est important de mettre en avant les produits des agriculteurs et des producteurs français. Et dans ce sens, c'est important. Et toi, la part de... Enfin, tu as le contrôle sur ce que tu commandes. Quelle est la part de produits français par rapport aux produits étrangers que toi, tu donnes à la cantine ? On est sur du 4... Au maximum, on achète du produit français. Déjà, toute la viande, elle vient de France. Tout ce qui est œufs, ça vient de France. Produits laitiers. Après, ça dépend. Il peut y avoir des ruptures de stock. Donc là, on va aller se dépanner à l'étranger. Mais quasiment tout vient de France maintenant. Et c'est quoi les produits qui viennent de l'étranger où tu n'arrives pas à avoir un substitut français ? Les kiwis. Ah oui. C'est quoi le fruit préféré des Français en 2025 ? On est en 2026 maintenant, je ne sais pas 2026, mais 2025 à ton avis ? C'est le kiwi ? Non, c'est pas le kiwi. Le fruit préféré des Français ? La fraise ? Non plus, le fruit le plus consommé en France. La pomme ? La banane. C'est la banane. Ouais. La banane. Alors, au-delà du fait qu'elles peuvent venir de Guadeloupe. Des Antilles, bah oui. Des Antilles. Mais toutes les bananes viennent pas des Antilles. Hein. Ouais, c'est quoi, Costa Rica ? Costa Rica, ça peut venir d'ailleurs. Vu la quantité de bananes qu'on consomme en France, ce serait utopique de penser que toutes les bananes viennent de France. Et de là à dire que c'est local, même si ça vient de Guadeloupe, on est quand même loin de la localité. Il y a une espèce quand même d'hypocrisie
de consommation. Ouais, dire que c'est du national. Ouais, Quand c'est national. Mais c'est pas du local. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un peu de transport, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, Mais toi, tes bananes, il y a- elles viennent d'où, les bananes, concrètement? Elles viennent de Guadeloupe, ouais. Les tiennes, Ouais. t'arrives quand même à te fournir avec Bien la sûr. guadeloupéenne. Ouais. Tant mieux. Mais Et après, c'est pareil, l'exemple des épices. Mhm. On consomme tous des épices en France. On n'a pas des productions de curcuma. Enfin, en tout cas, j'en connais pas. Il y a du safran. Et le safran, ça coûte très cher. Très cher. Il y a du safran dans des recettes à la cantine. Non. C'est hors de prix, tu C'est vois. hors de vraiment. prix, c'est pas possible. Et quels sont les plats qu'on servait il y a peut-être 20 ans et qu'on ne sert plus? Un exemple. Donc, c'est encore une anecdote d'un gars qui fait du sport avec moi. Je fais du sport. Ouais. Ça se voit tout de suite, je te rassure. Je fais de l'athlétisme. Je vais faire un marathon cette année. Il va être documenté sur les réseaux sociaux, regardez. C'est ça, si j'arrive à le terminer. Bref. Et je lui demande son souvenir de cantine. Parce que souvent, je fais ça, je demande les souvenirs de cantine des gens. Et il me fait, moi, quand je suis arrivé dans les Deux-Sèvres, j'adore, je suis gourmand. J'ai 8 ans, j'arrive à la cantine. On me propose de la purée avec une saucisse. Ça a l'air délicieux. Délicieux. Alors, je me mets à table, j'attends mon assiette avec impatience. La saucisse, magnifique, il goûte la purée, il fait... Purée sucrée. Non, purée sucrée, c'est plus possible. C'était quoi, des purées industrielles? Non, c'était de la purée de pommes de terre sucrée. Volontairement sucrées? Volontairement sucrée, ouais. C'est un plat qui se faisait dans les années 60-70 dans les campagnes françaises. Waouh. Ouais. D'accord. Donc ça n'existe plus? Non, ça n'existe Ah, moi, j'ai plus, pas non, connu non. ça. C'est vrai que à l'époque, ça pouvait marcher le boudin noir. Pourtant, moi, j'adore le boudin aux pommes. On en fait encore. Du Toi, t'en boudin. fais du boudin aux pommes? Ouais, j'en fais, ouais. Même ça à la passe maison, j'ai ma fille qui adore ça. Mais à la cantine, ça passe? À la cantine, ça passe, mais comme les abats, faut pas en faire beaucoup. Et la cuisine dans notre culture, elle a aussi changé, enfin le rapport des Français à la cuisine depuis 20 ans, avec l'explosion des émissions sur la cuisine qui n'existaient pas quand moi j'étais gamin, mais ensuite, ça a complètement explosé. Il y avait Top Maïté. Chef, Masterchef, Un dîner presque parfait, Cauchemar en cuisine. Oui, nous on avait que Maïté. Maïté, Moi, j'étais Jean-Pierre tout Coff. petit. Voilà, Maïté, ça donnait pas franchement faim, tu vois, c'était quand même spectaculaire. Ou alors en effet la revue gastronomique Jean-Pierre Coff, mais ça existe encore. Les carnets de Julie, c'est la même chose aujourd'hui. Non, mais voilà, Elles sont un peu différentes, mais super. Mais vraiment les émissions où les Français cuisinent. Oui. Et Top Chef, je veux dire, les gens sont complètement fous de Top Chef. C'est ça, suit ça avec passion. Mm. Est-ce que ça, tu vois l'impact sur tes élèves aujourd'hui ou est-ce que c'est sur les réseaux sociaux vraiment qui se construisent un intérêt pour la gastronomie et pour la Je cuisine? pense que c'est sur les réseaux sociaux qui se construisent un intérêt maintenant. Et c'est vrai que dès qu'on passe à la télé, dans une émission, on repartage après notre expérience sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui passe à la télé en cuisine, ça repasse sur les réseaux sociaux. C'est transformé. Donc c'est là qu'ils le voient. C'est là qu'ils le voient. Et je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent à faire à manger quand même chez eux, grâce à ça. Mais à côté de ça, il y a il y a de plus en plus de fast go food. Je sais plus comment on appelle De ça. fast food. Ouais, pas de fast. Ça peut être du fast good food, mais ça peut aussi être du fast bad food. Et je pense qu'ils font pas la part des choses. Et alors, il y a quand même des créateurs de contenu qui essayent d'amener les jeunes à manger quand même plus sainement. Mais il y en a encore trop peu, je trouve. Et pour buzzer, il faut montrer du gras et du sucre encore sur les réseaux sociaux. Et ça me paraît. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Ouais. C'est dommage et c'est dommageable. Ouais. Mais voilà, j'ai l'exemple de Roro Cuisto. Donc c'est une étudiante qui s'est mise à faire des vidéos il y a quelques années de ça dans son petit studio à Paris, qui s'est mise à cuisiner d'abord toute seule parce qu'elle n'avait pas forcément les moyens d'aller à l'université manger ou à la cantine du rue et elle voyait que c'était pas terrible. Donc elle s'est mise à autodidacte à faire à manger chez elle de manière saine. Elle a mis ça sur les réseaux. Et elle a créé sa chaîne pour apprendre aux gens à cuisiner sur toute une semaine entière. Elle fait du batch cooking. Ah, c'est malin ça. C'est génial. Le batch cooking, c'est je cuisine le dimanche pour toute la semaine. C'est ça, elle a créé une application. Roro, je suis désolé, je me souviens plus du nom de ton application. Mais... On mettra dans la description, on trouvera. Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, ça c'est vraiment, c'est bien ce qu'elle fait, quoi. Mais ça, tu vois, ça va dans le bon sens.
Et moi, je le vois, la prise de conscience de cette nouvelle génération, la génération Z, Oui, oui. de sa santé et de sa nutrition, Oui. je les vois cuisiner, en effet. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Une fois qu'ils sont peut-être pas à 15 ans, tu vois, mais un peu après, Oui. ils cuisinent en effet plus sainement. Oui. Ils sont beaucoup plus alertes sur les sujets diététiques, sur les sujets de sport, bien souvent, sur les sujets de musculation. On voit beaucoup plus de jeunes dans les salles de sport, par exemple, que ma génération, qui allaient faire du sport dehors, mais pas de la musculation dans des salles de sport. Ils sociabilisaient pas dans les salles de sport comme aujourd'hui le fait la nouvelle génération. En revanche, quand tu décides de manger sainement et que tu fais tes courses, notamment sur la protéine, ça coûte cher. Ah, oui, oui. Tu vois, le poulet aujourd'hui, ça coûte super cher. Ah, mais c'est ça, et encore, c'est une des viandes les moins chères. Ouais, mais, non, mais un bon filet de poulet, un repas revient assez vite cher. Donc, je suis étonné que, tu vois, le Crous, quand même, pour les universitaires, pour les étudiants, c'est souvent quand même des prix assez bas. Oui. Alors, je connais pas la qualité. Bah, ils sont subventionnés. Hein. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé. C'est subventionné. Hein. Ouais. Après, ça dépend des crous. C'est pareil. Hein. Il n'y a pas deux crous. Pareil, oui. Pareil en France. Ça dépend des cuisiniers qui sont sur place. Ça dépend des budgets alloués par l'université. Ça dépend de plein de choses. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. C'est vrai. On se rend pas compte. C'est vrai. Moi, mon souvenir du crous, c'est plutôt positif. Peut-être pas gustativement, mais en termes de volume, quand on allait, c'était vraiment. Ouais. Et puis, c'est pareil. On est plus aidé maintenant avec les nouvelles technologies en cuisine chez soi. Il y a l'arrivée du air fryer, il y a l'arrivée des robots de cuisine aussi qui aident vachement. Ça, c'est plutôt les familles, parce que là, pour le coup, il y a des budgets. Ouais. Mais le air fryer, c'est à destination aussi des jeunes. Hein. Oui, tout à fait. C'est des petits fours. En fait, c'est quoi un air fryer? C'est un four ventilé qui chauffe très rapidement. C'est la même chose. Sauf que là, ça chauffe plus rapidement, ça consomme moins d'énergie. Et ça permet de cuisiner pour 2, 3, 4, quoi. Il n'y a quasiment pas d'huile, en fait. C'est un air fryer pour donner envie. Après, j'ai pas encore de air fryer chez moi. Mais si je fais des pommes de terre au air fryer, je vais quand même mettre un peu de matière grasse. Il faut qu'ils arrêtent de dire que c'est que sans matière grasse, sinon ce serait pas bon. C'est sûr. Il y a quand même, tu parlais des fast-food, moi il y a une chaîne qui cartonne et qui pour moi est un mystère quand je l'ai vu arriver, c'est Otakos. Je sais pas s'il y en a près de chez toi. Ben je connais pas. Alors, parce que moi, c'est arrivé dans les grandes villes quand je suis parti, justement. Moi, je suis de Nantes, originaire de Nantes. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ça dans les années 2000. Nous, on est parti s'installer en province. En province plus que Nantes, donc en petite province. Et il n'y avait pas tout ça. À Nantes, il n'y avait pas tout ça. Et j'ai jamais été manger dans un Otakos. Moi, ça m'effraie. Je vois partout où je vais, je vois des hordes de jeunes, d'étudiants qui y vont le midi, qui font la queue, c'est essentiellement des garçons, qui se prennent des trucs. Et c'est déjà Otakos, culturellement, c'est le tacos français. Otakos, qui en gros est comme un kebab, sauf que c'est pas dans du pain, c'est dans une tortilla. Et on met des frites, et on rajoute du fromage fondu. Et s'il y a tout type de viande. Triple steak. Ah, la triple steak, si tu veux. Même moi, que j'ai rien contre les fast-food, tu vois, génération McDo, évidemment. Mais là, c'est un autre niveau de bombe calorique. Je sais pas alors qu'un tacos à produire chez soi, mais ça coûte rien. Ouais, c'est vrai. On achète une tortilla, on fait sauter un peu de poulet, on cuisine une béchamel avec un peu de fromage et du curcuma. Et puis on met ça avec des petites patates sautées, même pas besoin d'avoir des frites. Et puis hop, on balance ça au air fryer, tiens. 5 minutes. Toi, tu dis béchamel comme si c'était un truc évident. Ouais, mais la béchamel, c'est super simple à faire. Faut acheter un robot. En l'occurrence, tu me parles d'un des seuls trucs de la cuisine française que j'aime pas. J'aime pas la béchamel. C'est bizarre. Ah oui. Et est-ce que c'est toujours un best-seller de la cantine? C'est toujours été un mystère pour moi parce que j'ai jamais aimé ça. Le cordon bleu. Le cordon bleu, ouais, c'est encore un best-seller. Et en fait, tu le fais maison? Moi, je trouve ça dommage. Alors, je l'ai fait maison il y a quelques années. Maintenant, on a arrêté parce que moi, je préfère faire le choix de pas en donner plutôt que d'en donner de l'industriel. En fait, on devrait inciter parce que le cordon bleu, les élèves adorent ça. Les élèves adorent ça. Tu me disais les plats préférés des élèves. Bah, le cordon bleu, s'il n'est pas dans le top 3, il est dans le top 5. Et ce qui est dommage, c'est que les industriels de l'agroalimentaire, ils ont un rôle à jouer dans le cordon bleu. Ils ont vraiment un rôle à jouer pour améliorer le cordon bleu. Parce que il y a combien d'élèves qui mangent à la cantine en France? Je sais même pas. Je l'ai mis dans mon livre, mais je sais même pas. Il y en a peut-être des milliers, des millions. Des millions. On peut pas, dans toutes les cantines françaises, faire des cordons bleus maison. C'est impossible. On peut le faire pour 100, on peut le faire pour 200. On peut le faire pour 500, mais on ne peut pas le faire pour 10 000.
Impossible. Et vraiment, il faut que les industriels de l'agroalimentaire s'attellent à faire une recette avec moins de composition chimique, moins de sel, moins de E dans tous les sens. Tu penses que le produit industriel n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il devrait être Non. par rapport à la demande? Non, Ouais. non, c'est vraiment dommage. Parce que ça fait partie de notre culture gastronomique, ça fait partie de la culture gastronomique française. Et très honnêtement, oui, des fois, on propose du cordon bleu à nos élèves parce qu'ils en demandent de toute façon. Mais du coup, de l'industriel? Bah, de Tu leur en donnes l'industriel. deux fois? Ouais. Et du coup, je trouve ça. D'un côté, ils nous demandent, et ils adorent ça. Le truc, c'est qu'ils adorent ça. Ils adorent le produit industriel. Ils cordon bleu. adorent le produit industriel. Ouais. C'est la vérité. Et est-ce qu'ils préfèrent le produit industriel cordon bleu au cordon bleu maison que tu leur fais? Bah, forcément, ils vont préférer celui qui va être maison. Et encore, quand même. ça, Tu me rassures. Non, mais ça dépend. L'élève qui a jamais goûté un cordon bleu maison, il va préférer l'industriel, c'est sûr. Hein. Et c'est dans ce sens que les industries d'agroalimentaire, ils ont leur rôle à jouer. Ils ont une carte à jouer énorme là-dessus. C'est marrant, tu parlais des inconnus tout à l'heure, ça me fait penser à un sketch où il y a un enfant qui n'a pas compris, qui pense que les poissons ressemblent à du poisson pané, que le poisson pané c'est la forme naturelle du poisson. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a encore des élèves, des enfants qui vraiment sont totalement ignorants de ce qu'ils mangent? Non, quand même, non. Non, là, alors ça va être des cas particuliers ou des exceptions, on va dire. Ouais. Mais non, un élève qui pense qu'un poisson a les yeux carrés, c'est Colus qui disait ça aussi. mais tu penses que le cordon bleu, les gens savent ce que c'est? Le produit industriel dont tu parles, tu penses qu'ils savent? Ouais, je pense quand même. Okay. Je pense qu'ils en sont conscients, comme quand ils vont au fast-food, ils sont conscients que la salade, elle vient pas du champ d'à côté. Oui, bien sûr. Ils sont conscients quand ils vont... Alors McDo, ils prennent des salades françaises. Oui. Pour le coup. Non, mais c'est vrai. Sans vouloir, je suis pas sponsorisé par McDo. Non, c'est vrai. Mais pour le coup, les salades sont bonnes, il faut bien l'admettre. Ouais, Ils ont une belle production. Non, mais voilà, ils sont conscients que quand ils mangent de la glace vanille, c'est pas nous qui la faisons. Oui, bien sûr. Ils sont conscients que quand ils mangent un yaourt, on l'a pas fabriqué en cuisine. Et quand on parle du rapport à la cuisine, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en France, on devrait enseigner la cuisine pratiquement à l'école? Bien sûr. En tout cas, on devrait l'enseigner déjà théoriquement. Ce serait déjà un grand pas. Donc en cours. En cours. Expliquer comment on cuit des pâtes, déjà. Enfin, expliquer ce que c'est que la protéine végétale, ce que c'est que la protéine animale, ce que c'est que les crudités, tout ça. Et l'acte de cuisiner? Et l'acte de cuisiner, oui, c'est clair. On a bien des cours théoriques en école hôtelière. Ça existe. Ça existe, ces cours-là, ils existent. Après, mettre en place des cours de cuisine réels dans toutes les écoles de France, c'est un peu l'image du cordon bleu, ça me paraît utopique. Ou alors, il faudrait tout... Il y a des gens qui le font, hein. Il y a des ateliers de cuisine qui se mettent en place dans les collèges, les lycées. Là, je fais partie de l'association. Enfin, je fais pas partie. Je participe avec eux à certaines actions. C'est la tablée des chefs. Oui, qui veut démocratiser l'accès au restaurant, aux grands restaurants. Qui veut démocratiser l'accès des cuisines et l'accès de la cuisine aux collégiens. Il s'occupe des collégiens. Et j'ai été participer avec eux à un atelier où on leur apprenait à faire des pancakes, à couper des fruits pour aller avec, à faire une sauce caramel. Enfin, voilà, apprendre à facile à faire une sauce caramel. C'est pas facile, mais franchement, c'est hyper simple, le caramel. C'est vraiment, ils ont réussi à le faire devant moi parce qu'on leur a donné les conseils, on leur a expliqué et ils ont réussi à faire un caramel. Un caramel, c'est 110 degrés, c'est dangereux un caramel. Pour quelqu'un qui ne sait pas faire un caramel, ne faites pas un caramel sans savoir le faire. C'est risque de brûlure. Au pire, vous allez rater votre caramel. Mais voilà, ça se voit. Quand il est raté et que tu le mets que tu le fais fuir dans le lavabo, il va tuer toute ta tuyauterie. Non, mais voilà. Non, mais c'est ça. Donc voilà, il y a des associations en France. Et je pense que c'est par le biais de ces associations qu'on peut apprendre à cuisiner aux jeunes. Toi, c'était arrivé d'avoir des élèves qui viennent dans ta cuisine, d'inviter des élèves dans ta cuisine pour leur apprendre un truc ou... Oui, de temps en temps, on organise le mercredi après-midi un petit atelier. En ce moment, c'est l'atelier cookie. Donc, il y a 5 élèves qui s'inscrivent. On fait ça pour les internes. Le mercredi après-midi, ça leur fait une activité. Et ça marche bien, ils sont contents? Ah ouais, ça marche bien, ils sont contents. Ils repartent avec leurs cookies.
Bah oui, évidemment. Non, parce que tu vois, on se dit, quand tu prends l'école de la Troisième République, alors l'enseignement n'était pas le même pour les filles et pour les garçons. Ouais. Et les filles apprenaient les arts ménagers. Alors, et parmi les arts J'ai vu ménagers, ça à la télé il y a pas longtemps. Oui, ma grand-mère, elle me raconte, elle me dit, Ouais. on apprenait la couture, la cuisine, tout ce qu'il faut pour maintenir le foyer. Ouais. Et évidemment, aujourd'hui, ça nous fait doucement rire parce qu'on n'est plus là. Bien sûr, bien sûr. Mais des fois, je me dis, mais attends, la cuisine spécifiquement, pour filles comme pour garçons, évidemment, Ouais. ça pourrait être pas mal, ça pourrait Ouais. être utile, tu vois, Ah, de faire mais un c'est- minimum, Ouais, c'est ça. Est-ce que l'école est le bon endroit pour, je ne sais pas, mais je me dis quand même, de la même façon qu'il y a des gymnases dans les établissements scolaires, quand ils sont bien équipés. Il pourrait y avoir des cuisines d'application. c'est Ouais, sûr. et en fait, la différence entre Bah, une comme dans les cuisine écoles, de cantine, bah ouais, en fait, Dans il y a les déjà écoles une cuisine. hôtelières, Hmm. dans les écoles hôtelières, il y a la cantine, il y a le self, et puis à côté, bah, il y a 3, 4, 5 cuisines d'application. Mhm. Alors évidemment, c'est un budget. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais Moi, je me demandais si voilà. est-ce que la cuisine de la cantine pourrait être utilisée à des fins Non. scolaires? Non, Non, c'est compliqué. pas la même chose. Sur un mercredi après-midi, oui. Mais sur un mercredi après-midi, il faudrait le faire tous les mercredis après-midi pour tous les élèves. Ça me paraît compliqué. Non, si vraiment on veut mettre des cours de cuisine à l'école, il faut implanter des laboratoires de cuisine dans les écoles. Ah ouais, donc là c'est quand même très costaud. Ah là, c'est costaud. Hein. Là, on parle de budget. En ce moment, on va bien rajouter 2-3 milliards. Ouais, il y a peut-être d'autres investissements plus importants. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, C'est ça. donc même Mais toi, t'es pas concrètement, 100% convaincu. quand j'entends des gens dire ah ouais, faut mettre des cours de cuisine dans toutes les écoles de France, c'est un scandale. Et calmez-vous. Hein. Il y a des gens qui disent ça. Moi, je dis pas que c'est Retombez un sur scandale. terre. Je me demande juste si c'est pas une opportunité du fait de l'existence déjà d'une Oui, cuisine dans les ça écoles pourrait cantines. être une opportunité, mais cuisinier on peut pas faire entrer tout le monde dans les cantines. C'est Non, pas non, possible pour des questions d'hygiène, des questions de sécurité au travail, des questions de. Mhm. Parce que tu sais, alors au Japon, je dis pas que c'est un modèle parce que Oui. c'est pas la même culture non plus, Oui. mais il y a vraiment une culture de l'apprentissage de la cuisine. D'ailleurs, dès le plus jeune âge. Oui. Dans certaines régions de Chine, c'est la même chose, c'est un truc très asiatique. Ouais, ouais. Mais au Japon, il y a bien des établissements scolaires où sont carrément les élèves qui, de manière pas systématique Ouais. mais fréquente, cuisinent pour leur père. D'accord. Ouais. Et donc c'est étonnant culturellement. Moi, je pense pas que ça vaille la peine d'aller jusque-là. Ouais, ouais. Mais je me dis, quand je pense même à mes enfants ou à moi-même, je me dis, tiens, si je pouvais sortir de l'école en ayant appris à cuire un œuf, Ouais. à faire des pâtes, tu vois, les Ouais, bases de la des cuisson, bases, les ouais. différents types de cuisson, Ouais, à ouais. faire bouillir des légumes ou à faire ceci ou à faire cela, c'est pas mal. C'est un Ouais. bagage. Moi, j'y ai eu accès dans le cercle familial. Ouais. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Bah non, non, Et non. quand tu as quand même une cuisine ultra sophistiquée, quel que soit l'établissement, Ouais. une cuisine de cantine, c'est un truc sophistiqué. Oui, oui. Avec des professionnels comme toi, C'est ça. tu te dis, bon, en fait, ça coûterait peut-être pas grand-chose que Ouais. par petits groupes, Ouais. une fois par an, Ouais. ils aillent apprendre à faire les rudiments. Tu vois. Ouais, ouais, Je ouais. sais pas. Ouais. Mais à regarder dans plus de détails. Bon, allez. Je vais quand même te poser des questions sur tes goûts personnels. Je vais te cuisiner, Guillaume le cantinier. Allez, c'est Alors, parti. Voilà, parce que quand on est cuisinier, on aime la nourriture, on aime la gastronomie, donc je veux quand même connaître tes préférences. On va commencer avec le classement des spécialités parmi les vrais plats régionaux. Je me français. concentre. Je t'en donne 2, tu gardes celui que tu préfères. T'es prêt? C'est prêt. Bœuf bourguignon ou flamme cuche? Bœuf bourguignon, ah, j'aime les deux. Bœuf bourguignon ou coq au vin? Coq au vin. Coq au vin ou pot-au-feu? Pot-au-feu. Pot-au-feu ou colombo de poulet? Pot-au-feu. Pot-au-feu ou blanquette de veau? Oh, j'adore le pot-au-feu. Pot-au-feu ou cassoulet? On est dans le léger là. Cassoulet. Cassoulet ou quiche Lorraine? Cassoulet. Cassoulet ou choucroute? Cassoulet. Cassoulet ou rougail saucisse? Ah, rougail saucisse. C'est qu'il y a un cassoulet en fait amélioré, enfin Ouais, exotique. ouais, le quoi. cassoulet réunionnais. Voilà, et les puis réunionnais en susu. Rougail saucisse ou saucisse aligot? Ah, saucisse aligot. Ouf. Saucisse aligot ou confit de canard? Confit de canard. Confit de canard ou pâte au pesto? Confit de canard. Ouais. Confit de canard ou carbonate flamande? Carbonate flamande. Carbonate flamande ou galette complète bretonne? Galette complète bretonne. Bon bah galette complète bretonne gagne. T'es revenu à quelque chose d'un peu plus léger, c'est pas mal. C'est ça, T'atterris ouais. sur un truc assez simple, Ouais, la galette ouais. complète bretonne. Ouais, ouais, ouais. Complète, c'est donc fromage, jambon, œuf. Oui. Bravo. Donc la galette complète bretonne. T'en fais des galettes parfois à l'école? À la cantine, non, c'est rare. Compliqué, hein. On n'a pas les galettes, les galetières, les Crêpières, on n'a pas les. crêpières, Ouais, ouais, les bien sûr. crêpières. Ouais, C'est vrai. ouais, ouais. C'est compliqué à faire. Ouais. Deuxième grande question que tous les Français se posent, où on a tous
une opinion là-dessus. Enfin, et pour ceux qui ne connaissent pas, je les invite à en avoir une un jour. C'est quel est le podium des savoyardises pour toi? Tu as le choix, tu dois classer raclette, tartiflette, fondue. Alors, raclette. En un? En un raclette. Raclette, mais pas la raclette avec le petit appareil à fondu qu'on a tous chez nous et les petits cathlons. Non, la raclette. Avec le demi-fromage. Avec le demi-fromage ou le quart de fromage. Parce que maintenant, il y a les. La raclette, ouais. La raclette, après, je mets la tartiflette. La tartiflette, c'est presque au même niveau que la raclette. D'accord. Avec du reblochon au lait cru, avec des pommes de terre sautées au petit lardon, aux oignons, tout ça. Et la fondue en dernière. La fondue, c'est plus compliqué à faire. Je te parle de manger, là. Hein. Ouais, non, mais quand je mange, je cuisine, donc... C'est vrai. mais la fondue, moi, je trouve ça un petit peu plus écœurant. Un petit peu plus... Il y a le vin blanc, il y a les 3 fromages, il y a juste le pain. Non, moi, il me faut de la patate. Hein. Et de la charcuterie. Et de la charcuterie, bon Dieu... Ah, d'accord. Les Savoyards qui nous écoutent me pardonneront de ne pas parler des Dios, des Crozets, des Croziflets, de l'abondance, du Berthoud à l'abondance dont on parlait tout à l'heure. Oui. Et puis les régionaux aussi du Mont d'Or qui est quand même fantastique. Oui. D'accord, mais je vois que ça a été difficile pour toi de faire le classement et que vraiment tu as un investissement émotionnel dans les Savoyards. Oui. Pourtant, je suis pas Savoyard pour un sou, mais... Passons au dessert. Dernier interrogatoire des desserts pour Guillaume Le Cantinier. Tu retiens celui que tu préfères entre les 2 options. Ça va aller vite. Riolet ou Paris-Brest? Paris-Brest. Paris-Brest ou cake au citron? Cake au citron. Cake au citron ou île flottante? Cake au citron. Cake au citron ou mousse au chocolat? Cake au citron. Cake au citron ou baba au rhum? Baba au rhum. Baba au rhum ou flan pâtissier? Baba au rhum. Baba au rhum ou glace et sorbet? Baba au rhum. Baba au rhum ou profiterole au chocolat? Alors, la profiterole au chocolat, c'était mon dessert. Alors, il y a le dessert signature des chefs, et il y a le dessert signature que quand tu vas dans un restaurant, tu prends toujours le même dessert et tu te dis, voilà, si ça c'est bon, c'est un bon restaurant. Donc, tu en as mangé des profiteroles? J'en ai mangé des profiteroles et il y avait les bonnes et mauvaises profiteroles. Et la meilleure profiterole que j'ai mangée, elle est à La Rochelle. Okay. Alors, je cite le nom du restaurant, Les 4 Sergents. C'est la brasserie rochelaise de La Rochelle. Et c'est une profiterole qui est énorme, avec de la glace vanille et du chocolat fondu et de la chantilly. Cette profiterole. D'accord. Bon, on va se ruer donc à La Rochelle aux 4 Sergents. Aux 4 Sergents. Alors c'est peut-être les trop 4 Sergents. Donc attends, il faut que tu la baba au rhum ou profiterole au chocolat? Profiterole au chocolat. Du coup, celle de La Rochelle. Celle de Ok, d'accord. Alors profiterole au chocolat ou tarte aux pommes? Profiterole au chocolat. Bon, profiterole a plié le game. C'est bon. C'est ça. La Rochelle. Non. C'est vraiment. En fait, la profiterole, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut juger un restaurant sur des profiteroles. Parce qu'en fait, on peut voir si le chou pâtissier est maison, forcément. On peut quand même voir si la glace à la vanille, et si elle n'est pas faite maison, on peut voir s'ils prennent une bonne glace à la vanille artisanale. Bon, le chocolat fondu, il y a encore des gens qui confondent le topping chocolat. Vous savez, c'est les trucs sucrés. Le faux chocolat. Voilà, on peut quand même facilement détecter un vrai chocolat fondu, une sauce chocolat avec du chocolat, du lait, de la crème, un peu de beurre. Et la chantilly, forcément, on peut faire la différence entre une vraie chantilly bombe, une fausse chantilly, comme on fait dans les films là, et une pas que dans les films. Pas que dans les films. Ouais. J'ai surpris mon fils le jour. Moi, je me souviens de mon père qui avait de la chantilly comme ça dans le frigo, et qui, par inadvertance, le prenait. Par inadvertance. Par inadvertance, et en cachette. Quel est le plat que tu préfères préparer à la cantine? Le plat que je préfère préparer à la cantine, c'est la carbonate flamande. Ah, t'en fais? Et pourquoi? C'est un de mes plats préférés. Je suis originaire mes grands-parents étaient à Calais. On aimait bien. Au début, on a été en vacances en Belgique avec mon épouse. Et quand on a découvert la carbonate flamande avec les frites belges, waouh, ça c'est bon ça. Avec le pain d'épices. Et donc, quand tu cuisines ça pour tes élèves, finalement, c'est tout ça qui te revient? Ouais, la carbonade, ouais. Je trouve je trouve que ça surpasse le bœuf bourguignon. Je suis désolé pour la culture gastronomique française, mais
Guillaume, là, ça va buzzer. Hein. Attention, hein, ça va buzzer. Hein. J'attends une révolte bourguignonne. Et c'est quoi le plat le plus dur à cuisiner dans une cantine? Le plus dur à cuisiner, et de toute façon le plat qu'on ne pourra pas faire dans les cantines, c'est les sushis, les makis, tout ce qui est à base de poisson cru. Bah oui, parce que c'est Déjà, le riz, pas réglementaire, déjà le poisson cru, c'est pas réglementaire. Même en ceviche avec un truc comme Même en ceviche, ouais. On prendra pas de risque à servir du poisson cru à la cantine. Et pour cuire un riz à sushi à japonaise, ça prend du temps, c'est de la technique, même à faire chez soi. Moi, j'en ai fait. J'ai commencé à en faire. Des sushis chez moi, c'est une bonne demi-journée pour 20 sushis. Et tu sais, les grands maîtres sushi, je sais pas si tu sais, mais au Japon, les grands maîtres sushi, quand tu deviens maître sushi, en fait, tu passes 10, 15, 20 ans Ah, mais ça, à c'est ne faire énorme. que le riz. Non, mais c'est énorme. Oui, Avant oui. d'avoir le droit de toucher au poisson, Oui. tu te tapes une décennie à préparer le riz avant de maîtriser parfaitement Ouais. le riz. Je parle des grands chefs, évidemment. Oui, non, mais oui. T'imagines passer 10 ans à faire que du riz? C'est Bah compliqué, non. quand même. On parlait aussi, donc toi tu connais bien les régions de France, du fait de ton métier, et puis tu te déplaces de plus en plus. Oui. Tu as pris des fonctions récemment où tu as quitté un établissement public pour aller dans un établissement privé. Oui. Tu as rejoint aussi un groupe industriel dans la restauration, dont tu deviens un responsable de la communication. Donc Oui. bravo pour ça. Je comprends qui t'est pris, parce qu'en effet tu communiques très bien Oui. sur ces sujets, ce qui t'amène aussi à voyager. Et là tu me parlais, alors rien à voir avec ton métier, mais en l'occurrence tu es parti à Singapour. Oui. Raconte-moi ça, parce que tu as été invité à aller dans un établissement scolaire à Singapour. Oui, j'ai été invité à aller au lycée français de Singapour, à l'IFS. Donc j'ai été au printemps 2025, une semaine. Et un an avant, j'ai une certaine Isabelle qui m'a contacté sur Instagram. Comme quoi, il faut répondre aux messages sur Instagram, je vous le dis. Hein. Les créateurs de contenu qui ont des milliers d'abonnés, souvent ils répondent pas aux petits messages. Donc répondez aux messages. La politesse. La C'est ce que politesse t'apprends à tes déjà. élèves. La politesse déjà. Et ce genre de choses qui t'arrivent dans une vie et qui t'arrivera peut-être pas 2 fois. Donc c'est une prof de SVT de là-bas qui me contacte. Française, donc. Française, ouais. Qui s'occupe, elle, de chaque année de mettre en place la journée de la Terre au sein de l'IFS. Où elle organise des ateliers avec les élèves sur le développement durable, sur l'écologie, sur le bien manger, sur la planète, de manière éducative, avec des ateliers chaque jour. Et chaque année, elle invite quelqu'un pour partager justement son expérience sur ces sujets-là. Et elle m'a contacté, elle n'y croyait pas. Et donc, elle m'a fait venir une semaine là-bas pour mettre en place une semaine d'action anti-gaspi à Singapour. Donc, je suis arrivé le dimanche. Et dès le lundi, j'ai commencé à mettre une action anti-gaspi avec les lycéens. Le mardi, c'était les collégiens. Le mercredi, c'était les maternelles. Le jeudi, c'était les primaires. Et sur chaque journée, j'ai fait comme je fais d'habitude. Je sensibilisais les élèves au gaspillage alimentaire. On a mis en place un gaspimètre de pain. Ils ont fabriqué un gaspimètre. Le gaspimètre, c'est quand tu pèses. C'est quand l'élève n'a pas mangé son pain, il le met dans ce gaspimètre et on voit la quantité qui est gaspillée à la fin. On visualise, quoi. On visualise, ouais. Et ils ont fabriqué un gaspimètre de pain sur place. Super. On avait commandé à cette occasion un frigo de troc pour que si l'élève ne mange pas son yaourt, le pose dans ce frigo. Et voilà, c'était juste incroyable. Et tu as pu voir un petit peu les cantines à Singapour. Oui. C'est très différent de chez nous. C'est bien, c'est pas bien. C'est très différent. Ils n'ont pas, par exemple, ils n'ont pas de plan alimentaire. Enfin, beaucoup moins que chez nous. Alors, ils essayent, il y a des légumes, des fruits, mais c'est moins strict. C'est moins strict. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, alors maintenant, je peux le dire, mais quand je suis arrivé là-bas, c'était vraiment pas terrible. Il y avait un chef qui, c'était pas, il faisait toujours la même chose. Tous les mardis, c'était pâte à la bolognaise. Il plaît aux élèves au départ. Ce qui plaît aux élèves, mais le retour, moi, à l'occasion, j'ai rencontré les parents d'élèves aussi. Ah bah oui. Qui avaient demandé à me rencontrer. Ils ont dit, non, là, ça va pas ici, il faut faire quelque chose. Wow. Et il y avait une espèce d'omerta, en fait, ou une espèce de... On sait que c'est pas bien, mais on n'ose pas trop faire, ou on sait pas trop comment faire, ou... Et du coup, moi-même, sur le moment, je savais pas trop quoi lui dire. C'est quand même pas évident. Je suis pas là pour ça, en fait. Et je suis pas Philippe et je te baisse. Tu vois.
Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour critiquer, normalement. C'est pas là pour faire cauchemar en cuisine. C'est pas... Mais là, franchement, c'était cauchemar en cantine, quoi. Et c'est dommage. Et donc, à la fin, gentiment, j'ai fait un petit retour d'expérience sur les points qui étaient peut-être à améliorer, sans vraiment rentrer dedans non plus. Il faut y aller avec douceur. Et ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est qu'il y a 6 mois de ça, je reçois un message d'Isabelle sur Instagram. Elle m'envoie une photo du nouveau chef. Ils ont recruté quelqu'un d'autre. Super. Qui a plus d'envie de faire bien à manger pour les élèves. Donc, il y a eu une amélioration à Singapour. J'ai trouvé ça dingue parce que sur le moment, on est mal, quoi. Tu vois, c'est comme si tu vas dans un restaurant que tu trouves pas terrible. Les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont dans un restaurant qui sont pas terribles? Ils mettent un avis sur Google. Ouais. Ils mettent une étoile. Je trouve ça dégueulasse. Ouais, je trouve ça dégueulasse. Soit on le dit, soit on le dit pas. Parce que, voilà, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Il y a peut-être des problèmes de personnel, il y a peut-être des problèmes dans la vie des gens. Enfin, voilà, on ne sait pas. Donc, vaut mieux peut-être en parler, mais en parler comme ça directement à quelqu'un, c'est pas facile. Ah non, la critique négative est très difficile. La critique négative, quand on n'a rien Alors qu'elle est utile, hein, mais... Quand on n'a rien forcément à y gagner, ou faut pas être méchant, mais faut... Hein Bien sûr. Et ça fait partie des défis de... Enfin, moi, je vois une cantine, le plus t'en parles, plus j'ai l'impression d'entendre, t'es un peu un entrepreneur dans ta cantine. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, t'as beaucoup de responsabilités, tu t'occupes des menus, des commandes, du gaspillage, de tout. C'est un job très complet, je trouve. Et c'est vrai que quand tu vas dans une cantine qui n'est pas la tienne, tu vois tout de suite ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui est original. Et avec l'expérience, très vite, ces choses-là doivent te sauter à la figure. Donc c'est intéressant de se dire que c'est aussi un métier de transmission de compétences qui est très complet, où il y a 1000 paramètres à gérer et où évidemment il y a des meilleures pratiques. Et puis même il y a des très bonnes pratiques aussi ailleurs que aussi il faut prendre en compte. Il y a un nouveau concept qui s'est lancé dans une cantine de Lille qui a fait le buzz pas si longtemps que ça. Ils ont mis en place le concept de l'assiette unique. L'assiette unique, l'élève arrive, il prend son plateau, il a une assiette classique. Donc il va s'asseoir, il va se servir l'entrée, il mange l'entrée. Il se lève, il va se servir le plat chaud, les légumes. Donc il faut qu'il ait vidé, qu'il ait mangé tout. Il faut qu'il ait vidé. Alors, au départ, voilà, c'est de l'éducation, il faut prévenir et tout, machin. Mais du coup, ça fonctionne. Mais il faut repenser, c'est pas con. La conception de la cantine. C'est éducatif aussi. Il faut inviter aussi les élèves à aller se servir de l'entrée. Parce qu'il y en a peut-être qui vont aller directement au plat chaud. Et leur dire, voilà, t'as de l'entrée quand même à disposition, tu veux pas goûter. Intéressant. Parce que, tu vois, si je pense à l'échelle internationale, alors ça, c'est toujours cocorico, on a quand même des super cantines, il faut s'en rendre compte. Oui, non, mais c'est sûr. Par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Si on compare notamment avec le monde anglo-saxon, avec les États-Unis dont on parlait, la cantine, ça n'a rien à voir. Déjà, il y a peu de cantines, c'est plutôt la culture de la lunchbox, donc c'est la famille qui prépare un repas pour l'enfant le matin pour le midi. Du coup, il mange essentiellement froid à midi. Ce n'est pas forcément mauvais, mais beaucoup de sandwichs, beaucoup de chips, etc. Et quand il y a une cantine, aux États-Unis, bien souvent, c'est vraiment le territoire et la chasse gardée des grands groupes industriels. Donc c'est la nourriture ultra transformée. Et c'est les produits qu'on trouve, c'est des Doritos avec un hot dog, une canette de Coca. Mais littéralement, c'est pas juste une caricature, c'est vrai. Du coup, l'apport nutritif est négligeable, énormément de gras, d'acides insaturés, de tous les mauvais trucs. Et quand tu vois ça, tu te dis, bon... Il faut relativiser, quoi. Il faut relativiser. Clairement. Il y a peut-être des trucs que j'aime pas. On a un des meilleurs systèmes de restauration scolaire. Alors évidemment, tout n'est pas parfait et puis on vit pas chez les bisounours. Mais ouais, c'est sûr. Et de ce que tu dis, il y a quand même plein de choses qui s'améliorent même par rapport à ce que tu as connu. Par rapport à l'équilibre alimentaire, par rapport à la saisonnalité, par rapport aux produits français. Exactement. On consomme beaucoup plus de produits français maintenant qu'avant dans les cantines. Et est-ce qu'il y a des pays quand même qui sont bons? Tu me parlais de la Scandinavie. En Scandinavie, c'est intéressant. Après, il faut aller voir sur place. Mais en Scandinavie, notamment en Norvège ou au Danemark, je ne sais plus, je crois que c'est en Norvège, dans les grandes villes, ils font à manger dans la même cuisine. Donc, ce sont des très grandes cuisines, très bien équipées, très modernes, avec des diététiciennes, des plans alimentaires, c'est hyper carré. Et en fait, ils font à manger pour les maternelles, les primaires, les collèges, les lycées, tout le monde. Ça vient du même endroit. Le problème,
qu'on a en France. Et donc, ils réchauffent dans l'établissement après. C'est comme une shadow kitchen centrale Ouais, c'est ça. et qui va faire tous les restos, tous les cantines d'une ville, par exemple. Voilà, c'est ça. Ah, C'est exactement ça. Et en fait, en France, on a trop de décideurs au niveau de la cantine. Les mairies font à manger pour les écoles primaires, les écoles maternelles, concrètement. Les collèges, c'est le départ. c'est le département. Les régions, c'est les lycées. À côté de ça, il y a les entreprises privées pour lesquelles moi aussi maintenant je travaille, qui font à manger soit pour les maternelles, soit pour les lycées. Voilà. Et en fait, il y a tellement de décideurs qu'on ne peut pas toujours avoir la même chose. Après, Donc revenir dans un système centralisé, ça me paraît compliqué. On ne va pas supprimer les cuisines. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Ce serait utopique de le penser, en tout cas. Et en tout cas, tu parlais des entreprises. Ce sont souvent des entreprises qui sont prestataires pour les collectivités ou pour les départements, pour les régions. Donc, c'est souvent les cantiniers travaillent pour une entreprise qui est prestataire de l'établissement scolaire. Et elles sont choisies essentiellement par appel d'offres. Oui, c'est par appel d'offres et c'est par rapport à un budget qu'on leur alloue. Ouais. Donc, si on leur ajoute un petit budget et un grand budget, ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir et pourtant ça viendra de la même entreprise. Et il y a une course vers les prix bas, j'imagine, parce que au niveau de l'État, évidemment, il y a une course vers les prix bas. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu entre le prix bas et le prix haut. Et la qualité pour un prix bas, quoi. Et la qualité pour un prix raisonnable. Et la presta minimale, du coup, elle souffre de quoi? C'est pas tous les jours pour la collectivité qui met très très peu dans la cantine. C'est beaucoup moins de variété. C'est moins de variété, ouais, c'est ça. C'est moins qualitatif. D'accord. Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est aussi une réalité du terrain. Je veux te parler aussi d'un élément sur la culture qui est important, c'est les comportements que ça développe, les pratiques culturelles. C'est que à la cantine, c'est le moment du repas. Le repas, c'est un moment de sociabilité, de convivialité. Oui. Donc ça, toi, tu y es attentif dans ton métier. Tu regardes à agir la bonne santé de chacun, que chacun puisse manger à sa faim. Ouais. Et la politesse, c'est quelque chose sur lequel tu interviens? Parce que parfois, les gamins, ils arrivent, ils veulent juste manger. Il y en a qui ne te saluent pas. La politesse, ça vient des deux parties, des deux côtés. Si le cantinier dit jamais bonjour, l'élève ne va pas dire bonjour. Il y en a des comme ça, c'est vrai. Il y en a. On les appelle les cantiniers aigris. on en rigolait avec Yann Maurice au Racnor 50. Mais oui, c'est ça. Mais la politesse, en fait, ça vient comme ça. C'est une attitude, c'est un sourire. Quelqu'un de souriant, il va dire bonjour. Enfin voilà, c'est un échange aussi. La politesse, c'est pas que l'élève. C'est aussi celui qui travaille et celui qui sert l'élève. Donc toi, tu dis finalement, quand le cantinier, lui, il est poli, il est ouvert, ça va suivre. Oui, ça va suivre. Après, il y aura des petits impolis dans le lot, hein. Des petits provocateurs. Petits provocateurs, évidemment, mais voilà, on va. Bizarrement, c'est au masculin. Il y a des provocatrices aussi. Ah, ok. Ouais. Comme ça, tout le monde est servi. Égalité. Égalité, ouais. MeToo, hashtag MeToo. Et il y a un autre défi dont on entend beaucoup parler de plus en plus, c'est la question des religions. Oui. À la cantine, tu as observé, toi, j'imagine, au fur et à mesure des années, peut-être la montée de ce qu'on appellerait le communautarisme ou le différentialisme, donc des gens qui se distinguent de par leur appartenance ou leur origine ou leur religion, depuis ton début de carrière. Avec ça, la montée de revendications alimentaires ces dernières années, ou de pratiques culturelles, tout simplement. Comment tu gères ça? Comment ça se manifeste? Alors moi, je suis arrivé en 2014. Ma première expérience était dans la restauration scolaire de ma ville, où il y avait 1500 élèves. Wow. Et je me souviens déjà qu'à l'époque, quand on avait par exemple des côtes de porc, il y avait une alternative, du poisson ou un menu végétarien. Donc déjà à l'époque, on le faisait. Et on le faisait naturellement. Voilà. Ça a toujours été le cas, non? Ça a toujours été le cas, c'est juste que maintenant, dès qu'on en parle, ça crée une espèce de même quand on en parle à juste titre bien, il y aura toujours en commentaire des gens qui vont dire je suis pas grand, mais non. Voilà. Mais en fait, ça s'est toujours fait dans les cantines. Oui, la diversité des menus. La diversité, il y a bien des enfants qui mangent pas de viande ou ni de poisson, quelle que soit leur communauté ou leur façon de vivre ou leur pensée ou leur éducation. Quelqu'un qui mange pas de viande, il va quand même manger à la cantine, quoi. Et le fait que, par exemple, tu serves des côtes de porc, même s'il y a une alternative, est-ce que tu te prends des commentaires sur le fait qu'il y ait du porc? Non, pas du tout. Par contre, moi, j'ai toujours observé
un respect total de tout ça. Quand on sert, enfin, j'ai jamais eu une remarque quand je servais un sauté de porc ou un croque-monsieur, j'ai jamais eu de remarque. Hein. Ou alors, je suis passé à côté. Non. Et les grandes fêtes religieuses, par exemple le Ramadan, où tu as forcément une partie des élèves, soit qui est absente, qui vient pas à la cantine, soit peut-être, je sais pas, qui vient mais qui peut pas manger. Oui. Comment tu gères ça, concrètement, ça se passe Ça se gère tout seul. En fait, ils viennent pas manger à la cantine, tout simplement. Ils viennent pas à la cantine. Donc il y a juste moins de monde et c'est tout. Il y a juste moins de monde, c'est tout, ouais. Après, je sais que mais c'est vrai ce que je dis, hein, pour les élèves qui étaient concernés et qui étaient internes, ils pouvaient pas se retrouver à manger pendant 1 mois. Vous imaginez bien, t'imagines bien que c'est pas possible. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont crier « Ah non, mais ce que tu fais, c'est pas laïque. » Excusez-moi, je nourris un élève. Peu importe. C'est-à-dire que le soir. Quand le soleil se couche, Oui. c'est à cette heure-ci qu'ils mangent. Et oui. Donc tu as dû adapter des horaires, tu veux dire ? Donc, on faisait des paniers repas. Bien sûr. Voilà. Alors après, il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais c'est pas possible. » Il y a des gens qui vont pas comprendre. Quoi, le panier repas est anti-laïque ? C'est un raccourci, mais... Ok. C'est intéressant. Okay, c'est intéressant, mais c'est un sujet qui est très... Ouais. Qui est très... très toxique, très explosif. Toxique, ouais. Mais en fait, toi, tu dis que concrètement, mais c'est sur du le bon terrain... sens. C'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. D'accord. Voilà, c'est ça. Toi, sur le terrain, tu comme vois pas de soucis. Par exemple, quelqu'un qui est allergique au gluten ou il y a plein d'allergies maintenant. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques et on a possibilité dans les cantines de mettre en place des plans d'accueil individualisés. C'est-à-dire que l'élève qui est allergique au gluten, il prend rendez-vous avec l'infirmière de l'établissement scolaire, son médecin, ils prennent rendez-vous avec le chef de cuisine et ils mettent en place une alternative particulière pour elle. Le jour où il y a des pâtes, on lui fera du riz. C'est un exemple. D'accord. Voilà. Tu feras une portion de riz pour une personne ou voilà. 2 ou 3 qui sont concernés. C'est le plan d'accueil individualisé, ça s'appelle le PAI. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quelque chose que vous avez la possibilité de demander dans vos établissements si vous êtes concerné. Et c'est peut-être pas très connu en fait. Ouais. Et est-ce qu'on te fait des demandes ou est-ce que c'est un sujet, le halal ? Parce qu'on en parle beaucoup, tu sais, on voit en ce moment les KFC et puis d'autres chaînes de fast-food qui basculent vers le halal. Alors, je ne connais pas la réalité des faits ou ce qu'il en dit, mais évidemment, c'est assez explosif comme sujet. Oui. Est-ce que ça, c'est un sujet à la cantine scolaire aujourd'hui ? Non, c'est... Alors, moi, personnellement, on m'a déjà demandé de la viande halal. Donc, c'est clair. Et moi, ma réponse, et la réponse qui est faite dans quasiment toutes les cantines de France, il doit y avoir des exceptions, je ne les connais pas. Et là, on ne parle même pas de laïcité. On parle de choses qui ne sont pas possibles à mettre en place pour des questions de budget, pour des questions de demande, d'offres et de demande. On peut pas personnaliser, quoi. Et même pour gérer ça dans les cantines. Vous imaginez cuire un bœuf bourguignon avec de la viande halal et de la viande pas halal, ou de la viande cachère et de la viande pas cachère. Et il y a comme ça, il y a d'autres exemples. Hein. On ne peut pas maîtriser tout ça, c'est impossible. Bon, en tout cas, ce serait utopique de le penser. Et même si c'était possible... Et c'est pas une question de laïcité. Enfin, c'est une question de pratique et de bon sens. C'est même pas une question de culture. On sort de tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que à chaque fois, c'est ces réponses-là que je fais parce que c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain. Oui, toi, tu as une réponse pragmatique qui est de dire, attendez, je fais 1500 repas. C'est pragmatique. Ouais. C'est pragmatique, c'est tout. Voilà. Non, c'est juste que tu peux te dire, mais en fait, finalement, s'il y a dans un établissement beaucoup d'élèves qui sont musulmans ou beaucoup d'élèves qui sont juifs, qu'il y a une demande très forte pour du kasher, qu'il y a une demande très forte pour du halal, l'argument de la minorité ou de la majorité pourrait prévaloir. C'est-à-dire de dire, en fait, il y a une grosse demande pour ce truc-là, donc peut-être qu'on en ferait une partie. Et là, tu te heurterais à l'argument de la laïcité ou non, peut-être qu'on individualise ou non. C'est ça. Ouais. Mais non, toi, ce que tu dis, c'est tout simplement, attendez, je suis pragmatique. À date, moi, je peux pas faire un repas différent pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout s'il y a des process particuliers à mettre en place, des aliments avec des prix différenciés et tout. C'est ça. Non, et là, dans les commentaires, ils vont te parler des méthodes d'abattage après, alors qu'on n'a pas évoqué le sujet. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que ça n'a rien à voir avec ma réponse.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et toi, pour parler un autre sujet qui est pas évident, surtout en ce moment en France, c'est le sort des agriculteurs. Oui. Toi, tu commandes énormément de nourriture. Tu commandes, j'imagine, à des grossistes ou des Bah, spécialistes. de toute façon, oui, c'est Métro, énorme les à- quantités qu'on commande dans ces sociétés de restauration. Ouais. On fait travailler l'agriculture française. Hein. Et est-ce que toi, tu es parfois en lien avec des agriculteurs ou tu es en lien avec des coopératives ou des choses comme ça? Bah oui, Quelle mesure on pour a, un circuit court. on a un échange. Là, par exemple, là, nous, nos pommes, elles viennent du verger d'à côté parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup de pommes. Oui, bien sûr. Donc, ouais, j'ai déjà été lui rendre visite. Là, je vais aller visiter une laiterie qui fournit des restaurants autour de la laiterie qui est en Bretagne. Mhm. Donc voilà, c'est Qui est ton fournisseur? qui est le fournisseur de ces cantines-là. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller à la rencontre aussi de ces producteurs et de ces agriculteurs qui ont un réseau qui fournissent dans... Et même, Jusque-là. on sait très bien que sur Paris Centre, il n'y a pas de verger ou de production alimentaire, mais il y a il y a des producteurs dans la région parisienne qui fournissent les cantines à Paris. Ça vient pas forcément de... Et c'est pareil, on parle de localité. Déjà, achetons du produit français, parce qu'on sait très bien que le chou-fleur, c'est en Bretagne. Mhm. Et si, par exemple, dans le sud, on veut manger des choux-fleurs, ce serait dommage de ne pas profiter de la production bretonne. Tu dis on sait. Moi, je sais Ouais. pas si les gamins ils savent, tu vois. Ouais, c'est Non, mais ça. avant qu'on leur dise que le chou-fleur en France, il vient de Bretagne pour Ouais. l'essentiel. Non, mais voilà, c'est ça. Tu leur dis comment ils savent les gamins d'où viennent ce qui est dans leur assiette. Tu leur dis, c'est écrit quelque part, chou-fleur de Bretagne, tu vois, par exemple. Bah, moi, je le dis dans mes vidéos, forcément. Toi, mais- non, mais c'est intéressant. C'est qu'en fait, les réseaux sociaux pour toi sont une. Ah, c'est un moyen de façon communication et de... Et les gamins apprennent aussi à travers ça. Ouais, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, je Ouais. fais des choux-fleurs. Les choux-fleurs, ça vient de Bretagne. Ouais, même quand on peut si on fait un gratin de butternut, bah, pourquoi pas mettre le butternut entier au moment du service Ah, pour montrer ce que pour c'est. montrer ce que c'est aussi, ouais. Ah, tu fais ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est malin ça. Ouais. C'est tout bête, mais en Bah, fait, c'est c'est tout très bête. éducatif. Bah oui, ou une photo. Ouais. Tu mets une photo des fois? Bah, moi, je fais des vidéos plutôt, mais. Ah, mais toi, t'es le next step. Non, mais ce qui est intéressant, et c'est tout l'intérêt, et c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir, c'est aussi pour ça que ce que tu fais marche si bien, c'est que Oui. tu partages non seulement du contenu éducatif, mais ludique, Oui. et donc tu fais partie de ces gens que moi j'aime bien qui réenchantent ou qui enchantent l'école. Ouais, ouais. Même pas qui réenchantent, qui enchantent l'école, c'est-à-dire Ouais. qui montrent de l'enthousiasme, et c'est ce que je vois dans beaucoup de gens qui travaillent à Ouais. l'école, prof, directeur d'école, c'est un métier d'enthousiasme, Ouais, c'est ça. de conviction très forte, d'engagement quotidien. Et c'est sympa, il y a beaucoup de lumière dans les yeux. tu Ouais, vois. ouais. Donc, moi, j'adore ça. Et de ce que tu dis, la cantine, en tout cas à travers tes yeux, a l'air de bien se porter en France et plutôt Ouais. d'avoir progressé Ouais. ces derniers temps, ce qui n'est pas le cas pour tout à l'école, comme on le sait. Par Ouais. plein d'aspects, elle se dégrade. Ouais. Mais est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut améliorer dans la cantine française? Bon, on peut toujours améliorer les choses. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu as identifiées où tu te dis, ah, tel truc, on pourrait faire encore mieux? On peut toujours faire mieux. Et je pense que l'essentiel, c'est plutôt de pousser les gens à mieux faire et de ne pas critiquer ce qui est critiquable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je suis plus dans une démarche de mettre en avant ce qui se fait de mieux dans les cantines Oui. pour donner aux autres l'idée de faire encore mieux. Après, ça va être très... Ce qu'on peut améliorer dans les cantines, franchement, déjà, on est pas mal. Si on respecte tout ce qui est... Tout la localité, la fraîcheur... après, c'est une question de budget. Hein. On augmente les budgets, oui, on va améliorer la cantine encore mieux. Oui, parce que tu me parlais de un des problèmes de la cantine, mais de tous Ouais. les ménages en France, c'est l'inflation. Oui, c'est Il y ça. a des produits qui deviennent hors de prix pour toi. Très cher, ouais. Ouais. C'est lesquels, par exemple? Bah, par exemple, le fromage à raclette, c'est hors de prix. Ah oui, c'est Le petit compliqué. plaisir de la raclette une Le fois petit par an, plaisir, bah il ouais. coûte cher. Ouais, il coûte cher, ouais. Ouais, malheureusement, ouais. Ouais, Et donc tu peux le payer si tu économises sur d'autres repas. ouais, c'est ça, ouais. On T'arrives peut, à- ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Comme la tartiflette ou ces plats un petit peu plus De fête, quoi. Ouais, de fête maintenant, ouais. Ouais. Et avant que tu fasses les réseaux sociaux, est-ce que toi, après tu avais déjà 6 ou 7 ans d'expérience quand tu as commencé, est-ce que t'es déjà intervenu auprès d'autres cantiniers en formation? Ou est-ce que toi, tu as reçu la formation d'autres cantiniers dans ton métier? Pas du tout, non. Pas du tout. Moi, j'ai tout appris là où j'étais mes premières années en restauration scolaire. Et tu avais un patron ou tu étais directement patron? Non, j'étais cuisinier. J'ai été cuisinier toutes ces années. D'accord.
Et j'ai appris sur le tas, le métier. Tu vois, ça c'est un vrai mystère pour moi, ces métiers. Et il y en a beaucoup à l'école. Alors toi, c'est pas exactement éducation nationale, tu vois, mais c'est cette absence de logique de transmission des meilleures pratiques. C'est-à-dire que tu as un mec qui est bon dans ce qu'il fait, il a peut-être plein de défauts, j'en sais rien, mais il est bon dans ce qu'il fait. Quand quelqu'un est bon dans ce qu'il fait, il faudrait le montrer aux autres pour que la transmission se fasse. J'ai bossé pendant 11 ans dans la même cantine avec un responsable de cuisine qui cuisine très très bien, mais en communication, il était nul. Ah, alors que c'est un sujet, la communication. Communiquer avec ses équipes, communiquer avec les élèves, communiquer sur ce qu'on fait. Et j'ai trouvé ça super dommage que ce soit pas plus mis en avant. La communication, c'est important. La communication, de toute façon, c'est super important. Et en parlant de communication, c'est qui les cantiniers qu'il faut suivre comme toi sur les réseaux sociaux? Parce que t'es pas seul. Ah non. T'as créé, t'as contribué aussi à encourager une communauté. Alors, on a vraiment la communauté de base, c'est les 3 mousquetaires de la cantine. On s'appelle comme ça maintenant, c'est Jean-Paul Terrus, qui lui est dans le sud de la France. Ah oui, je l'ai entendu. Il y a le Normand, Yann Morisseau. Alias Ragnar 50. D'accord, je mettrai dans la description. C'est vraiment eux qui m'ont suivi les premiers en tant que professionnels de la restauration collective et qui, de leur côté aussi, ont commencé à créer des contenus et de montrer les coulisses de leur cantine. D'accord. Mais quoi, ils t'ont contacté quand tu as commencé? Ouais, ils m'ont contacté quand je commençais à avoir un petit peu de succès sur les réseaux. Et je les ai conseillés pour produire eux aussi des vidéos à la cantine. Et maintenant, je pense Yann Morisseau, il doit avoir plus de 200 000 abonnés sur TikTok. Génial. Je le vois dans sa cuisine. Oui, il y a Jean-Paul, il doit en avoir au moins plus de 150 000. Et il y a encore des gens qui arrivent. Il y a des gens qui me suivent, il y en a peut-être de la cantine et qui ont créé des comptes, il y en a peut-être une bonne trentaine maintenant sur TikTok. Ah, génial. Et il y en a 2 en ce moment, petit clin d'œil aussi, ils sont dans le Nord, dans un établissement privé. Je les cite, la Sainte Famille, et c'est Fab et Lolo. D'accord. Fab, il a ses lunettes bleues, Lolo, c'est le petit jeune, et ils font des vidéos super alléchantes aussi sur leur cantine. Trop bien, il y en a maintenant, il y a le monde de l'EHPAD aussi, qui est très avec Grégory Sampino, Sébastien Maillet aussi, qui font des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, petit appel, j'ai un Sébastien, qui veut lancer la journée nationale du plat mixé. Parce qu'en fait, le plat mixé est consommé beaucoup par les retraités. Bien sûr. Et ce qu'on sait très peu aussi, c'est que c'est un plat qui est consommé par des enfants et toute la vie, par des enfants qui sont victimes de handicap. Ah oui, bien sûr. Et qui vont manger mixé toute leur vie. Et ils veulent en parler, ils veulent mettre en place la journée nationale du mixé pour que nous aussi dans les cantines, on suive le mouvement et qu'on fasse un plat mixé pour sensibiliser, pour que les gens comprennent ce que c'est de manger mixé tous les jours. Et l'importance de faire bien manger des plats mixés. Oui, et puis d'avoir de la diversité dans les plats. Enfin, on peut imaginer innover ou créer des... Donc voilà, s'il y a des appuis politiques ou des appuis pour lancer cette journée, il est à la recherche de soutien en tout cas pour lancer cette journée nationale. D'accord. Tu me donneras s'il y a un site ou quoi que ce soit, un truc, mais en tout cas, c'est vraiment il y a des choses qui se font, et c'est le côté social des réseaux. C'est vraiment social, de ce point de vue-là. On rencontre des gens, il y a un échange qui se fait. C'est ça, parce il y a un retour des parents, il y a un retour des élèves, il y a des commentaires, il y a des interactions. Parce que sans ça, tu serais resté un peu seul. Pas seul, quoi. Ouais, c'est ça, sans connaître des collègues qui sont aussi enthousiastes que toi, avec qui tu échanges et donc tu progresses. Sans avoir cette relation avec les élèves qui t'identifient quand même, alors que beaucoup ne sont pas identifiés. Et écoute, c'est génial. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Du coup, je vais terminer ce podcast par te poser la question. C'est quoi ton souvenir de cantine ? Le pire, t'as pas le choix. T'es un souvenir de cantine, le pire ou le meilleur? Le pire ou le meilleur? Le pire, écoute, c'est assez simple, c'est que moi j'étais assez turbulent. Donc j'ai pratiqué la bataille de nourriture. Une fois ou deux. Mais non. Eh oui. Oh là là. Pas gravement, tu vois. Le morceau de pain, pas tu vois, la cuillère. Pas la guerre des boutons. Non, non, exactement. Et pas la cuillère de soupe chaude. Enfin, tu vois. Ouais, d'accord. Et donc, ça m'a amené chez la directrice plusieurs fois. D'accord. Pour ça, et c'est totalement justifié. J'ai rien à dire pour ma défense. Oui. Et tu as été interdit de cantine? Non, je crois pas. Je crois pas quand même. Je crois pas. Ok. Et le meilleur souvenir de la cantine, c'est quand même la sociabilité.
Donc c'est pas tellement lié à la nourriture. C'était plus la sociabilité quand tu es au collège. De rencontrer des gens. Rencontrer des gens. Rencontrer des filles. Exactement. Ah. C'est là mon souvenir. Si tu me dis mon meilleur souvenir, c'est ça. Tes premières amourettes étaient... Bah oui, ou quand d'un seul coup tu vois quelqu'un que tu n'avais pas vu avant dans les premiers jours de l'école et que là vraiment tu as un coup de foudre ou un truc. D'accord. Tu t'approches de la personne et que tu passes à côté, que tu crois que tu sais qu'elle t'a pas remarqué. Enfin, voilà. D'accord. Donc c'est plutôt ces sentiments-là du moment quand tu es à table. D'accord. Voilà quoi. Très intéressant comme souvenir. Je sais pas, c'est pas très précis. Non, mais c'est bien parce que j'en ai toujours un différent. Donc toi, t'en as des... Ah oui, tu fais témoigner les gens, ils ont des... Ouais, je fais témoigner les gens, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Du coup, je peux te prendre cette petite partie de vidéo pour la poster sur mes réseaux sociaux. Absolument, j'en serais génial. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce qu'on dit Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit bon appétit. On dit bon appétit. Et zéro gaspille. Et zéro gaspille. Ah, voilà, donc tu me suis pas vraiment en fait. Si, pardon. Excuse-moi. Je te suis pas comme un élève, non, moi. Mais tu t'es fait avoir, cela dit, c'est bien, comme tous les autres. Non, mais je veux dire, pour finir sur une petite anecdote personnelle, oui. j'ai aussi un attachement à la cantine parce que ma grand-mère, Ginette, a été dame de cantine. D'accord. Au lycée de Foix, dans l'Ariège. Ouais. Donc c'est la maman de ma maman et de mon oncle. Et donc c'est vrai que quand j'allais chez elle, alors elle était plutôt à la retraite quand. Oui, bien sûr, tu l'as pas connue à la cantine. Ouais. Mais il y avait toujours cette, tu vois, les potées, on mangeait bien. Il y avait la culture de la cantine. Il y avait la culture de la cantine chez elle. Et elle a été dame de cantine pendant des années et tous les gens de la ville qu'on croisait la connaissaient comme ça. C'était la dame de la cantine. Puis les dames de cantine à l'époque faisaient du service. C'était aussi parfois l'infirmière, était aussi la dame de ménage. Elle faisait le ménage également. Elle faisait un peu tout, quoi. Ouais. Mais j'ai un lien avec la cantine et en fait de voir ton livre dont je mettrai en lien et de retrouver en préface Guillaume Gomez que je connais, ça m'a aussi touché, ça m'a rappelé tout ça parce que figure-toi qu'un des meilleurs moments que j'ai vécu avec ma grand-mère, c'est que elle qui a été dame de cantine, donc dans des cantines toute sa vie, j'ai eu le privilège dans ma carrière de travailler 5 années à l'Élysée pour le président de la République et un jour elle m'a rendu visite à Paris et je l'ai amenée dans les cuisines de l'Élysée. Waouh. Donc t'imagines les cuisines de l'Élysée avec l'excitation qu'il y a dedans, avec les magnifiques casseroles. C'est un endroit absolument merveilleux. Là, j'adore, je rêverais d'aller à l'Élysée. T'as pas une entrée à l'Élysée? Ça doit se faire. Alors malheureusement plus vraiment, mais ça doit se faire parce que je sais bien. Ce sont des gens, le personnel extraordinairement accueillant, extraordinairement compétent, extraordinairement enthousiaste. Et non seulement je l'avais amené, mais c'était un moment où c'était pas pendant un service. Donc il y a des gens qui travaillaient, mais ça allait quoi. Et au fond de la cuisine, il y a la partie réfrigérée, donc la partie pâtisserie et chocolaterie. Parce que tout est intégré. Et le chocolatier était là, il est en train de faire des chocolats. Et donc il a offert des chocolats estampillés présidence de la République avec la belle, tu vois, une figure du palais en doré à ma grand-mère. Et là, je lui ai donné un moment que j'ai partagé avec elle qui était exceptionnel, quoi. D'accord. Et donc, quand je pense à la cantine, je pense à ma grand-mère et il y a toutes ces histoires qui s'enchaînent. Mais ça, tu vois, je t'aurais pas posé cette question, on n'en serait pas venu là. C'est vrai. C'est pas mal, je vais lancer un podcast Souvenirs de cantine. Exactement. Souvenirs de cantoche. Et souvenirs, il y a Janine et Ginette. Voilà. Merci Guillaume. Merci.